Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 6 juin 2023 et c'est l'épisode 325. Vous ne vous êtes pas trompé de podcast. Bienvenue également à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Je suis avec Audrey, que je salue toujours au début. Alors bonjour Audrey. Salut Matt, salut Guillaume, ravi d'être ici avec vous. Salut Audrey. Et vous l'aurez compris, c'est un podcast complètement différent, crossover, j'aime pas la façon de le dire, il faudrait trouver la façon française. T'as raison. Mais en tous les cas, c'est un mélange des deux meilleurs podcasts tech d'iTunes. Oh oui. Et on va parler aujourd'hui de la conférence qui est sortie hier et avant-hier pour Apple Différemment sur la WWDC. Et on va aller dans le vif du sujet et je vais laisser, parce que il y a un pro beaucoup plus pro que moi, continuer à animer avec Guillaume. Vas-y Guillaume. Mais non, je suis pas plus pro que ça, Matt. De toute façon, on est entre amis là. On va parler d'un sujet qui est passionnant parce qu'Apple a enfin présenté son casque de réalité augmentée, l'Apple Vision Pro. Et puis, ça désigne nécessairement, peut-être, aux yeux de certains, le futur de la technologie dans le domaine de la réalité augmentée, peut-être même le rapport à l'informatique. Alors, on va voir ensemble si ce futur nous a convaincus. Est-ce qu'il est désirable? Est-ce qu'il est pertinent? On va en discuter ensemble. Je vous rappelle effectivement que je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste et oui, je suis accompagné, vous l'avez compris, d'Audrey Coulot, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Et donc, je te redis pas salut Audrey, puisqu'on s'est déjà dit bonjour, mais ravi de te retrouver en tout cas. Je trouve que c'est une bonne idée, ce crossover, donc ce croisement de podcasts. Voilà. C'est mieux croisement. Franchement, Apple, on peut les remercier parce qu'ils nous ont trouvé un sujet assez exceptionnel. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas toute la nuit devant nous malheureusement, mais je pense qu'on va pouvoir débattre en sachant qu'on n'en a pas parlé ensemble avant de ce nouveau produit et qu'est-ce qui va changer. Ouais, on est d'accord. Mais vous allez voir, on va avoir plein de choses à dire. Je suis sûr que vous nous attendez en plus, que vous écoutez ce podcast justement pour en savoir un petit peu plus sur nos avis divers et variés. Effectivement, donc je retrouve Matt, mais que vous connaissez maintenant, alias prof du web, avec qui on fait également Real Life. Avant qu'on parle de tech et qu'on parle de cette présentation Apple, qu'il s'agisse d'Apple Différemment ou de Tech Café ou même de tout autre podcast que vous pourriez apprécier, vous le savez, ils sont forcément gratuits et disponibles sur les plateformes, mais vous pouvez également nous soutenir. Alors, on a fait des choix différents dans nos deux podcasts respectifs. Concernant Apple Différemment, vous pensez avant tout aux usages des auditeurs. Donc, vous avez fait simple, ça se passe avec un gros bouton orange, comme tu le dis habituellement, Matt. Le gros bouton jaune sur applediff.com, n'hésitez pas, ça nous aide. Et puis, on s'est entendu, les auditeurs et nous, avec Audrey, 2 épisodes par mois, à condition que vous nous aidiez en contribuant avec un petit don. Et idéalement, c'est ce qu'on disait l'autre fois avec Audrey, idéalement, si vous pouviez y aller en formule d'abonnement, c'est pas obligé de faire un 10 € par mois, peut-être juste 1 € par mois, mais en abonnement à chaque mois, ça fait autant plaisir. J'adore parce que vous avez parlé de ça dans l'épisode dédié au service, donc j'ai trouvé ça extrêmement raccord dans l'approche éditoriale. Pour Tech Café, c'est un peu plus complexe parce qu'on aime bien aussi un petit peu se complexifier la vie, je pense. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour tout savoir. En gros, vous contribuez à la hauteur de vos possibilités et surtout si vous le souhaitez et si vous en avez effectivement la possibilité, si vous considérez que Tech Café, c'est un service qui vous est pratique avec sa veille et que vous passez un agréable moment à l'écouter, et envisagez peut-être un soutien pendant au moins quelques mois et en échange, vous profiterez d'un flux privé du podcast pour écouter les épisodes sans la pub. Moi, je voudrais dérouler en particulier le tapis rouge à Séverin. Il nous a fait l'honneur de s'abonner sur Patreon ces derniers jours. Donc, bienvenue à toi, Séverin. Et puis, on a aussi des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, des petites étoiles sur Spotify. Si c'est pas le cas et vous l'avez pas fait à la fois pour Apple Différemment et pour Tech Café, on compte sur vous. Vous vous jetez immédiatement sur votre application. Moi, j'ai par exemple O'Connor24 qui a écrit sur Apple Podcast depuis la Belgique. Waouh, chapeau pour le dossier sur les intelligences artificielles. Très belle et bonne explication, vraiment intéressante, toujours très agréable à écouter. Merci. Il fait référence effectivement aux dossiers de Guillaume Poggiaspala qui sont disponibles dans le flux du podcast. Quelques épisodes plus haut où vous pourrez tout savoir sur les origines et les fonctionnements de l'intelligence artificielle.
Audrey, une petite question. Est-ce que vous aussi, vous en avez des avis sur les apps de podcast pour Apple différemment? Oui, on a des avis, on a pas mal d'avis. Dernièrement, on en a eu, oui, le 3-4 juin, là, on en a eu plusieurs. Alors, par exemple, on a Dany de Guyane qui nous dit « Je vous écoute fidèlement sur Apple Podcast ou sur Radioline et j'habite en Guyane. Avec le Canada et la métropole, ça fait un joli triangle. » J'ai failli dire amoureux, mais non, géographique. Merci pour cet avis 5 étoiles. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez... vous avez d'autres avis, Matt? Vous en avez plein, là. Faut en profiter, faut les valoriser. On va s'étendre comme il faut là, dans Tech Café avec tous nos 5 étoiles. Meilleur podcast qui nous vient de Loris L4216. On a toujours des noms particuliers sur iTunes. Excellent podcast, je l'écoute tout le temps et parfois je les réécoute en boucle tellement ils sont super. Bon, alors c'est pas pour dire. Vous nous donnez tous les deux de précieux conseils. Je recommande ce podcast à tout le monde ainsi que la chaîne d'Audrey et qui est super. Merci. Moi, j'ai presque envie de vous en piquer un pour vous le citer parce que vous en avez plein et je suis jaloux. J'adore mon Mac, dit Pesca1213 le 3 juin 2023. Oui, j'aime mon Mac et tout ce qu'il y a autour. Informaticien de formation, j'ai travaillé 15 ans dans l'environnement Windows. Un jour, en 2007, il a eu une révélation, je pense comme nous tous. J'ai supprimé la TV dans mon salon, n'en pouvant plus de voir mes enfants hypnotisés devant des émissions stupides. Effectivement, tu ferais mieux de faire écouter des podcasts de grande qualité à tes enfants. Je ne peux qu'abonder dans cette stratégie. Un dernier pour la route. Excellent, Audrey, le 4e avis. Oui, alors ce Stéphane Martin, on le connaît bien puisqu'il nous suit sur Twitter et en fait, ouais. je pense qu'à chaque épisode, il modifie son commentaire sur Apple Podcast. C'est pour ça que du coup, c'est un peu difficile à comprendre, mais il nous dit continuez, c'est un excellent podcast comme d'habitude, un très bon podcast. Merci Stéphane pour cet avis que tu mets à jour régulièrement, donc ça fait de la vie, c'est bien. Et puis, se créer un petit peu des podcasteurs, on est beaucoup à être sur Skype, malgré qu'on soit beaucoup sur Apple. Et pourquoi? Tout simplement parce que FaceTime plante généreusement. Ouais. Et il y a une stabilité dans Skype quand même qu'on ne peut que saluer de chez Microsoft. Et ouais, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait peut-être les meilleures soupes. On va en profiter dans cet épisode pour beaucoup vous parler de l'Apple Vision Pro. On va peut-être mentionner quelques éléments qui nous ont marqués dans le reste de la WWDC, cette conférence annuelle d'Apple destinée avant tout aux développeurs, mais finalement qui intéresse aussi beaucoup les journalistes et les consommateurs finaux que nous sommes et passionnés d'Apple. Mais vous ferez un épisode dédié, j'ai l'impression, un petit peu plus à Audrey et Matt, aux autres annonces de la WWDC. Là, sans autre forme de procès, on va vous parler de ce produit qui a été annoncé, oui, hier, mais qui a fait l'objet de rumeurs depuis si longtemps. J'ai presque envie de le décrire en quelques mots pour les personnes qui vivraient dans une grotte, qui se seraient coupées d'internet et qui attendraient la première description à l'audio en podcast de ce produit. Donc c'est un casque de réalité augmentée en aluminium, pensez avant tout à l'esprit d'un masque de ski. Moi, c'est un petit peu comme ça que ça me vient. Évidemment, très moderne et très technologique, en aluminium, en tissu. Il y a une grosse partie en tissu qui entoure la tête, et en verre, une grosse façade en verre, assez élégante. Et c'est la première fois, je pense, qu'Apple présente un produit avec une nouvelle gamme, avec l'appellation Pro. Donc déjà, c'est un indice sur le type de produit que ça représente. Il sera disponible l'an prochain aux États-Unis uniquement. Donc ne vous ruez pas tout de suite sur votre Apple Store. Il sera pas dispo tout de suite. Pour la coquette somme de $3,499. L'interface se fait avec les mains, avec la voix et avec les yeux, puisqu'il y a un suivi de votre regard et vous allez pouvoir pointer sur les icônes en dirigeant votre regard justement sur ces icônes. Et donc, vous l'avez compris, c'est toute l'interface numérique qui se rajoute à ce que vous voyez autour de vous en réalité augmentée, avec quand même la possibilité aussi, avec une petite molette comme la Digital Crown de l'Apple Watch, pour étendre cette vision et transformer le casque en véritable casque de réalité virtuelle. Ce qui est intéressant pour terminer cette description dans les grandes lignes, à mon sens, c'est de souligner ce qu'on voit quand on voit quelqu'un qui porte le casque, à savoir on voit une simulation du regard de celui qui porte le casque, un petit peu comme si c'était un masque de plongée. C'est une restitution numérique de ce regard et c'est censé un petit peu empêcher ce cloisonnement que peut avoir le fait de porter un casque de réalité virtuelle.
Pour l'entourage, on peut terminer avec cette description dans les grandes lignes en précisant qu'il est disponible avec 2 heures d'autonomie sur batterie. Ça se branche avec un petit MagSafe, un peu le même connecteur, j'ai l'impression aussi que l'Apple Watch, mais il fonctionne aussi branché sur le secteur, donc un petit peu la même approche qu'un ordinateur quelque part. Et vous l'avez compris, vous l'attendiez évidemment, comme c'est un produit Apple, il est pensé pour respecter la vie privée et ils inaugurent d'ailleurs Apple avec ce produit, une nouvelle manière de s'authentifier qui est Optic ID. Oui, après le Touch ID avec les empreintes digitales, après le Face ID, le visage, là c'est avec votre iris et ils disent bien d'ailleurs que ça peut discerner les vrais jumeaux et les vraies jumelles. Donc on a vraiment une authentification qui semble plutôt sécurisée. Voilà, je le fais un petit peu dans les grandes lignes parce qu'on va pouvoir après rentrer dans les détails évidemment des usages. Je pense que c'est aussi beaucoup ce qui intéresse les gens. Peut-être quelques petits détails techniques, mais au moins dans les grandes lignes, peut-être Audrey, pour commencer, est-ce que tu veux nous partager un peu ton sentiment à l'annonce de ce produit? Comment tu as vécu cette WWDC? Quelles ont été les impressions quand ça a été présenté? Et depuis, peut-être qu'en bout de quelques heures, tu as pu digérer un petit peu. Quelle impression ça te fait, ce nouveau produit? Alors déjà, le keynote en lui-même a duré 2 heures. C'est allé, je pense que c'est le plus rapide des présentations, la plus rapide des présentations qu'on ait eues. Ils sont allés super vite. Moi, je live tweetais et clairement, c'était vraiment très rapide pour regrouper les infos et les poster. Alors, moi, je pense que l'Apple Vision Pro aurait pu être un événement spécial à part. Matt, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Clairement, parce que 2 heures, ça a été vraiment 1 heure à fond les ballons entre les nouveaux Mac, les nouvelles puces, les nouvelles versions d'iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma. Ça a été hyper rapide et après on a eu presque 1 heure sur l'ordinateur spatial, comme ils l'appellent. Donc déjà le keynote en lui-même, moi je trouve que c'est allé beaucoup trop vite. Je trouve ça un peu dommage parce que on profite sans vraiment profiter. Je sais pas, c'est un peu, on attend ça depuis longtemps et voilà, je sais qu'ils veulent pas nous faire perdre de temps, mais ils devraient un petit peu réduire la cadence selon moi, bien sûr. C'est que mon avis. À ce sujet, Audrey, je sais pas si ça a été le cas pour toi et Matt aussi. Moi, je me suis même amusé au début à noter le temps passé sur chaque rubrique et ça s'enchaînait. Je vais y arriver. Ça s'enchaînait à coup de 10 minutes, de 15 minutes. Parfois, il y avait des segments de 5 minutes. C'était une véritable mitraillette toute la première partie, quoi. Toi aussi, Matt, t'as eu ce sentiment? Ce que je me suis rendu compte, c'est que la diffusion préenregistrée s'y prête encore plus d'accélérer le rythme. Quand t'es dans une salle avec les réactions du public, tu marques des temps, tu peux te tromper, tu peux reprendre. Je trouve que ça met une pause. Là, ils ont vraiment accéléré. Maintenant, la WWDC, ça s'adresse en théorie à une classe de personnes qui sont plus des développeurs, qui sont peut-être habitués à ce genre de vitesse-là dans des conférences comme Microsoft, Amazon et ainsi de suite. Mais comme c'est Apple, c'est du grand public. Alors ouais, effectivement, j'avais le même ressenti. Moment de solitude intense que j'ai vécu, et je veux le corriger avec cette émission-là, c'est le One More Thing de Tim Cook, parce que le dernier qui avait fait le One More Thing, c'était avec l'Apple Watch, souvenez-vous, et j'en avais des frissons. Et là, quand il a fait le One More Thing, Tim Cook, j'ai eu des semi-frissons. Alors, j'ai essayé de revoir mon frisson totalement, et puis, j'ai trouvé. Parce que la diffusion à la maison, on peut pas crier tout seul puis avoir des frissons quand tu fais le One More Thing, t'as l'air un peu couillon. Mais il diffusait ça en direct à des développeurs aux États-Unis. Et puis, je vais vous le faire écouter pour qu'on le vive un petit peu. Pour bien faire, parce que... One More Thing. Bon, alors j'ai corrigé l'erreur historique du One More Thing sans frisson. Manquait, t'as raison. Vous l'aurez avec frisson. Moi, j'ai des frissons là. Et ça marque, et je pense que ça va marquer longtemps l'histoire de Tim Cook. On ne sait pas si ça va bien fonctionner Vision Pro. Assurément, là on arrive dans un autre univers totalement. On n'a plus des devices, on n'a plus une montre, on n'a plus une tablette, on n'a plus la version 11, 12, 13, 14, grosse XL Pro. Non, on n'est plus là. On est vraiment dans une nouvelle gamme de produits. Compliqué à faire rentrer parce que c'est pas un produit nouveau, vraiment pas chez Apple. Ça existe chez Oculus, ça existe dans d'autres marques, mais de la manière qu'ils le font,
il défonce tout ce qui existait sur le marché en termes de prix, en termes de qualité de production, de ce que j'ai pu voir, de fabrication. Hein, je l'ai pas testé. En termes de retour des gens qui l'ont testé, ils sont en train de défoncer tout. Maintenant, il y a plein de choses à dire sur le produit. J'ai hâte de voir votre ressenti dès que vous l'avez vu au début, parce que on voit une silhouette au début, ça ressemble à une fève un peu, hein, noir sur noir. Et quand je l'ai vu comme ça, je fais ouais, ben c'est pas tant différenciant des autres casques. En fait, nous on dit casque, on va dire masque, on va utiliser ces termes-là, mais Apple l'a jamais dit comme ça, lui. Apple a toujours dit que c'était comme l'a dit Audrey là. Tu l'as francisé, j'ai bien aimé le terme. Un ordinateur spatial. Ils ont compris qu'il y a un frein à l'utilisation de ce genre d'appareil-là pour les autres marques. Et je pense qu'ils ont essayé de mettre la gomme pour qu'il n'y ait plus ces freins-là, c'est-à-dire isoler les gens, que les gens voient plus les yeux. Ils ont mis plein de choses là-dedans. Il y a eu des moments malaisants, comme quand on prend une photo en 3D de ses enfants avec Vision Pro. J'étais comme, je sais pas, je trouvais ça un petit peu compliqué. Mais bref, c'est hallucinant. Moi, j'ai lu plusieurs articles parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de YouTubers qui l'ont essayé. MKBHD, Mac Rumeur, il y en a plusieurs qui l'ont essayé. Il y a beaucoup de ressentis super intéressants là-dedans. Ça s'adresse pas à tout le monde, mais dans le nom du produit, on comprend tout de suite qu'il va y avoir un Vision Air, un Vision de base. En tout cas, il va y avoir un autre Vision que le Vision Pro dans quelques années. Alors celui-là, il est vraiment fait pour une catégorie de personnes, visiblement les développeurs, on est à la WWDC, pour développer l'écosystème. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas un nouvel écosystème. Apple le travaille depuis longtemps, c'est le plus gros écosystème depuis 2017, hein, ils l'ont mentionné, de réalité augmentée grâce à l'iPhone. Alors, ils font juste compléter. Je vais terminer avec ça. Quand j'ai vu ça, il y a plein de trucs où j'ai dit, OK, là, tout prend son sens. SharePlay, des éléments de réalité augmentée qu'on avait dans les iPhones, mais qu'on savait pas trop quoi faire. Les lidars. Tout prenait son sens dans ma tête quand je voyais le produit, quand il en faisait les démonstrations. Dans la consommation de contenu, d'avoir l'écosystème pour consommer le contenu, les séries, tout ça, je trouvais que tout prenait son sens. Et aujourd'hui, ils peuvent sortir Vision Pro avec aucune application tierce. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour le consommer. C'est quand même assez incroyable. Ah, c'est bluffant. Audrey, justement, toi, alors t'as vu cette apparition, t'étais en train de nous dire toi aussi ce que t'as vécu dans la WWDC. C'est quoi ton impression que tu as eue et que tu as maintenant? Alors clairement, déjà, sur l'aspect physique, bon, c'est un masque comme on l'avait vu dans les rumeurs. C'est pas ça qui m'a scotché plus. Le matériel, moi, c'est vrai que c'est pas forcément ma priorité ou ce qui me fait le plus rêver. Par contre, la démonstration de l'interface graphique en 3 dimensions, là, je suis restée bouche bée et je me suis dit, je suis dans le futur. Et je pense clairement que c'est l'ordinateur du futur. On l'aura pas tout de suite chez nous dans 1 an, 2 ans. À mon avis, c'est déjà il s'appelle Vision, donc c'est peut-être aussi une vision de l'informatique dans les 10, 15 ans, 20 ans à venir. Peut-être que ça remplacera complètement les ordinateurs. En tout cas, c'est un ordinateur. Je me suis un peu battue sur Twitter depuis hier parce que les gens qui le qualifient uniquement de casque de réalité augmentée, ben en fait pour moi ils ont pas compris le produit parce que c'est un ordinateur mais sous une nouvelle forme et au lieu d'être face à un écran, en fait on met un masque sur nos yeux et là on accède à tout ce que contient notre ordinateur. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont pas du tout parlé de jeux vidéo. Alors je me suis dit ils sont vraiment très forts parce que la plupart des casques de réalité augmentée ou de réalité virtuelle sont axés sur le jeu vidéo, clairement. Et là, en fait, ils nous sortent un nouvel OS qu'on reconnaît immédiatement parce qu'on retrouve Safari, photos, les notes, on retrouve les réglages, enfin tout ce qu'on utilise depuis des années et peu importe l'appareil qu'on utilise. Et moi, ça m'a scotché parce que déjà, j'adore les interfaces graphiques et je trouve ça génial la façon dont on les utilise. Et là, le fait de piloter l'interface graphique avec son regard, avec ses mains, la voix, j'ai un peu un doute parce que si c'est basé sur Siri, on va en reparler, mais bon, je pense pas que ça va être le meilleur des côtés. En tout cas, voilà, quand ils l'ont nommé ordinateur spatial, en fait, c'est ça. C'est que pour moi,
ce que je trouve génial, c'est que peu importe où on va se trouver physiquement, que ce soit en voyage, que ce soit les gens qui sont plutôt nomades, que ce soit les gens qui vivent dans 9 mètres carrés, ben en fait avec ce masque, on pourra regarder un film et en prendre plein les yeux, et on pourra travailler au-delà d'un écran de 13 pouces ou 24 pouces. Enfin, voilà, j'ai franchement des frissons là, je rigole pas quand j'en parle parce que je pense qu'ils nous ont montré ce que l'ordinateur serait peut-être à l'avenir, et j'espère vraiment que le public va le comprendre comme ça et qu'on va pas rester dans c'est juste un casque et ça coûte $3 500. Voilà. J'ai beaucoup aimé le souci qu'ils ont pris tout le long à pas nommer le casque, en fait pas nommer le produit comme étant un casque, et faire souvent exprès de montrer qu'autour tout vivait quand même et puis que les gens participaient à la vie. Et ça, c'est juste incroyable. Bon, il y a des affaires qui sont un peu tricky, là. Tu sais, moi, de voir mes yeux alors que c'est pas mes yeux, parce que vous allez le voir souvent, hein, il y a beaucoup de YouTubers qui font des pochettes, il y a beaucoup de trucs comme ça où on voit les yeux à travers. On ne voit jamais les yeux. On voit des yeux, mais c'est pas à travers le casque. Et moi, je l'avais pas compris, ça. C'est-à-dire qu'en dehors du casque, il y a un écran. Non, hein? Pour moi, c'était vraiment le casque qui redevenait un petit peu transparent et qui laissait voir nos yeux. J'avais pas compris que c'était une reproduction de nos yeux. Non, c'est une reproduction numérique d'ailleurs qui est faite parce que au début, je vais dire l'onboarding, je suis désolé, à la première utilisation du Vision, on te demande de te scanner le visage, de te scanner les oreilles. Enfin voilà, il y a tout un process au départ, et c'est effectivement une numérisation. Et là, c'est marrant ce que tu dis, Matt, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être une espèce d'aboutissement absolu de toutes les technologies qui nous ont présentées pendant des années. Enfin, je veux dire, Face ID prend encore plus de sens parce que tu te numérises le visage, et il y a cette restitution numérique qui, je pense, est vraiment bluffante et assez proche du visage d'après ce qu'on peut en lire. Pour autant, c'est pas le vrai visage, et ça se voit aussi que c'est pas le vrai visage. Ouais. Et il y a ce sentiment-là de vallée de l'étrange, hein, vous savez, ce concept qui définit un rendu qui est numérique et qui est artificiel, qui se veut tellement proche de la réalité, mais il l'est pas à 100%, et on voit cette petite différence, et quelque part c'est presque plus dérangeant. Moi j'avoue que ce rendu-là, je comprends l'intention qu'a Apple, et après il va falloir qu'on structure nos échanges parce que sinon on va partir dans tous les sens, je le sens, mais la proposition d'Apple est très intéressante, et personne ne l'a adressée pour l'instant. C'est de dire, quand vous portez un produit de ce type, pour pas le nommer, vous êtes coupé du monde. Bon bah nous on vous montre que non, vous n'êtes pas coupé du monde parce que vous voyez ce qui se passe autour et vous pouvez continuer à interagir sans avoir à soulever. Hein, si vous avez utilisé un MetaQuest, vous savez que c'est pas trop utilisable, faut l'enlever pour interagir avec le reste du monde. Et inversement, les gens à l'extérieur, et ça c'est pour le coup assez nouveau je pense, voient ce que vous pourriez être en train de voir, ou en tout cas à quoi pourrait ressembler votre regard si on voyait de manière transparente. Et c'est malin. Je pense que j'ai pas tous les détails, mais il me semble qu'il y a aussi une impression de volumétrie quand tu es à l'extérieur du masque et que tu vois le regard, ce qui fait que cet effet 3D est encore accentué et probablement encore plus crédible. Mais ça, c'est un coup très malin de leur part. On sait pas si ça marchera ou si ça marchera pas, mais ils l'ont adressé et c'est les premiers à l'adresser. Moi, je doute pas une seule seconde que les prochains MetaQuest et compagnie vont intégrer des restitutions, probablement pas aussi bonnes d'ailleurs dès le début, mais qui vont vouloir reprendre cette idée. Mais c'est fait de manière à ce que ce soit, à mon sens, pas ridicule. Alors j'ai toujours cette réserve de dire c'est tellement proche de la réalité, mais ça l'est pas totalement. Que moi, je trouve ça un peu flippant, quoi. Et ça participe un peu, je pense, à ces côtés flippants qu'il y a dans les vidéos. Il y a plusieurs personnes qui décrivent un sentiment à la Black Mirror quand ils voient cette restitution-là. T'as eu ces sentiments-là aussi, Audrey, parce que t'as parlé d'un grand enthousiasme, tu parles de frissons. Est-ce que on peut aborder l'aspect de la désirabilité presque? En fait, je voulais aussi dire avant ça que ce masque, il existe aujourd'hui parce que il y a plein d'étapes vraiment liées à l'informatique qu'on a franchies. Par exemple, on n'a plus besoin de support physique aujourd'hui pour transférer des données entre nos appareils. On utilise le cloud. On n'a plus besoin. On a aussi la fibre optique qui nous permet de consommer tout ce contenu sans problème, parce que sortir un produit comme ça il y a 5 ans ou 10 ans, même si technologiquement c'était pas possible, il y avait aussi l'aspect fluidité, des connexions internet, etc. Donc en fait j'ai l'impression que on arrive aussi à un aboutissement où matériellement on a tout simplifié,
J'avais un autre exemple en tête. D'ailleurs, on le voit à un moment on voit que on voit un homme qui est dans son bureau, qui travaille dans un bureau, et on voit un clavier virtuel. Et c'est très discret, hein, mais on le voit quand la caméra passe derrière lui. On voit un clavier virtuel, mais c'est pas pour autant que Apple a abandonné l'utilisation du clavier physique ou du trackpad. Donc il y a encore un aspect matériel, mais on s'est tellement déchargé au fur et à mesure des années de toutes les contraintes informatiques, de transfert de données, ma connexion internet elle est pas assez rapide, donc je préfère transférer avec une clé USB. Enfin en gros, c'est aussi un aboutissement de tout ce qu'Apple a abandonné. Alors je vais pas reparler de la disquette, mais en fait si on refait le chemin, on voit qu'elle a abandonné tout ça, et c'est peut-être pas pour rien, pour que techniquement on puisse avoir une fluidité d'utilisation d'un casque comme celui-là. Après la désirabilité, c'est pour l'instant ce qu'il faut se dire, c'est que déjà je pense que Apple Je me rends compte que je te pose les questions dans le mauvais sens, Audrey. Je vais te laisser répondre sur la désirabilité, mais juste avant, est-ce que tu peux compléter? Je me rends compte qu'on n'a pas expliqué aux gens les usages, parce que vous dites que c'est et c'est présenté par Apple comme étant un ordinateur spatial. Je pense qu'il faut un tout petit peu qu'on rentre dans les usages. Audrey, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Apple Vision demain? Eh ben, on va faire tout ce qu'on fait aujourd'hui sur notre ordinateur, en fait, sur notre Mac ou sur notre iPad. On va envoyer des mails, on va naviguer sur Safari, on va utiliser des apps, on va envoyer des messages. Enfin, en gros, on va prendre des notes. En fait, c'est vraiment un ordinateur. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on fait depuis toujours sur un ordinateur. On va le faire en 3D, on va le faire on va le faire sur 5 mètres sur 3, mais on fera toujours la même chose. Donc, les gens qui disent à quoi ça sert, en fait, c'est répondre à quoi ça sert un ordinateur. En fait, la question se pose pas. Voilà, pour moi, c'est clair, quoi, c'est ça. Et est-ce qu'on peut le faire mieux? Ouais, on va le faire. Ce qu'il faut pas oublier dans leurs produits, c'est qu'on va le faire dans le monde physique. Alors, on va le voir, notre monde, on va ajouter. Fait qu'on va bonifier notre monde physique. Je sais pas si vous avez vu la démo où il travaille sur son MacBook. Il regarde son MacBook. Après ça, il regarde dans les airs. Il a envoyé son écran de son MacBook dans les airs. Ça, c'est juste... Ouais. Tu peux juste faire ça avec un écosystème comme Apple. Tu sais, Quest, ils pourront jamais faire ça. Alors, tu peux faire ça comme ça. Puis après ça, tu peux être complètement fermé. Puis là, consommer du contenu. Alors, tu l'as dit, hein, on peut faire notre travail au quotidien. Mais on peut aussi consommer des téléséries sur un mur, comme tu dis, 5 mètres par 3. Avant, ben là, on est un petit peu stupide. On se tape des écrans d'iPhone pour regarder des séries, des fois. Mais là, on n'aura plus besoin. On peut être n'importe où, puis on va avoir un écran gigantesque. Et puis, en plus, il pourrait être en 3D. Et puis, en plus, il pourrait être bonifié parce que, tu vas pouvoir l'écouter à clair de lune. Tu vas avoir ta salle de cinéma à toi. Vous vous rendez compte? Mais les auditeurs de Tech Café vont se dire, mais là, c'est Apple. Ils ont rien inventé. Tout le monde, il le fait. Oui, mais tout le monde ne le fait pas aussi bien avec tout l'écosystème embarqué. C'est ça la grosse nuance, je trouve. Alors Audrey, est-ce que c'est désirable? Alors je pense qu'Apple a mis ce prix-là aussi pour qu'il ne soit pas accessible à tout le monde dans un premier temps. Parce que s'il était vendu $500 et qu'il n'y avait pas assez de recul sur son usage réel, parce qu'en gros là il le présente mais il sera disponible que début 2024, donc il me semble que c'est ça. Donc en fait Apple ils sortent un peu la charrue avant les bœufs comme on dit, donc je pense qu'ils font exprès de le mettre à ce prix-là, parce que c'est un positionnement haut de gamme, parce qu'on sait très bien que cette année, les appareils qu'ils ont le plus vendus, c'est les appareils les plus chers, hein. Les iPhone 14 Pro même s'ils sont à $1,500, c'est ce qu'ils ont le plus vendu, donc les gens ont de l'argent pour ce qu'ils veulent, et ça Apple l'a bien compris. Donc $3,500, clairement, je pense que c'est vraiment un positionnement pour dire on ne le met pas à la disposition de n'importe qui pour l'instant, parce que on a besoin de temps, on veut pas en vendre non plus, ou en construire non plus des millions. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent ce tarif, au-delà de la technologie embarquée. Donc, il est en plus désirable parce qu'inaccessible, et ça fait vraiment une tirelire énorme à casser, on est d'accord. Voilà, on sait pas quand est-ce qu'il sera disponible dans d'autres pays, mais moi, ce qui compte, c'est vraiment comme la vision qu'a Apple de l'avenir de l'ordinateur, en fait. Que l'ordinateur ne disparaît pas au profit de l'iPad ou au profit de l'iPhone, parce qu'on a eu cette crainte-là pendant longtemps. On s'est dit le Mac
l'interface graphique comme on la connaît sur Mac, enfin, ça va peut-être s'arrêter. Enfin, on a eu ce genre de questionnement. Je me souviens dans Apple différemment. On s'est dit, est-ce qu'un jour on travaillera tous sur iPad et voilà. Mais en fait, non, il y aura autre chose. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. On travaillera sur Vision. Hey, quand même, faut saluer la vidéo de Jérôme Canba qui a fait il y a plus d'1 mois et demi, je pense, où il expliquait un peu les usages de ce qu'il pensait qui allait être du casque de Apple. Puis quand tu parles du prix, à la fin de sa vidéo, il dit « Mais le prix, quand vous mettez en perspective que le casque pourra remplacer un Mac, un iPad, une télé, un système de son, ben... Il est justifié. Tu sais, acheter un Mac avec 2 écrans, ça commence à être cher. On n'est pas loin du prix du Vision Pro. Alors moi, le prix, non. Surtout quand... Après ça, au niveau de la désirabilité, je pense que, je suis assez enthousiaste pour répondre à ta question, Guillaume. Il y a un autre aspect que celui du prix. Moi, j'ai eu des discussions avec des personnes qui me disaient, mais tu te rends compte, c'est quand même très artificiel de faire de la réalité augmentée. Et on va rajouter un poids carbone incroyable, comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes dans l'industrie. Et quelque part, on pourrait aller faire le même raisonnement que celui du prix. Encore une fois, dans une situation théorique et dans un avenir peut-être un peu plus lointain, de se dire si demain, tous les appareils qu'on multiplie au quotidien, on les remplace tous par un produit de réalité augmentée bien fini qui répond à tous les usages, je me dis que quelque part, l'impact est peut-être plus intéressant. Mais évidemment, c'est des visions très théoriques à long terme et ça ferait fi de tout le reste. Donc tout ça est un peu compliqué à arbitrer. Mais quelque part, je me demande, moi, si les gens sont prêts à ce type de produit. Alors, ils sont pas prêts à payer $3 500, mais on a bien défini le fait que c'était pas le but. Ça, tu l'as bien expliqué, Audrey. Mais demain, est-ce que les gens vous sembleraient... Alors, on va mettre des échelles de temps, parce que demain, c'est un peu vague. Allez, 2025, est-ce que vous pensez que le grand public est prêt à acheter un casque, mettons, moitié moins cher, avec des usages convaincants qui remplaceraient une partie de leurs usages habituels? Est-ce que les limites qu'on pense identifier à ce stade, qui sont celui de la batterie, qui fait que il y a 2 heures d'autonomie si vous n'êtes pas branché sur le secteur, est-ce que le fait de devoir porter quelque chose sur la tête, on n'a pas encore d'équivalent aujourd'hui à ce point-là, est-ce que le fait de pas pouvoir profiter de divertissement de manière aussi collégiale qu'on ne le fait aujourd'hui devant une télé avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, est-ce que tout ça, vous pensez que ça pourrait être levé grâce à la proposition d'Apple? Matt, je te vois hocher la tête. Ouais, une des briques qu'Apple, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais une des briques qu'Apple a amené il y a quelques années, c'est SharePlay. Et pour moi, je suis convaincu qu'avec un genre de masque d'ici plusieurs années, probablement que une famille comme la mienne, très Apple, on va tout avoir nos masques. on va avoir notre visage scanné, ce qui fait qu'on aura un rendu de la personne en face avec le masque, sans le masque. Alors on se promènera avec un masque, mais personne ne verra le masque. Non, mais projetez-vous. OK? Alors moi je vois ça. C'est difficile de s'avancer, puis sûrement que ce bout de clip-là, ça serait repris dans 3 ans et me dirait, tu pensais qu'il y aurait... Mais assurément, ce qui est en la faveur, par contre, du masque d'Apple, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème qui va bien. C'est que si t'as toute ta famille là-dedans, tu peux parler avec toute ta famille en FaceTime quasi en vrai. Si t'as tout ton écosystème là-dedans, tes notes, ton application, je sais pas, 2025, si tout le monde va l'avoir. Mais assurément que ça va intriguer beaucoup plus de personnes d'ici 2025 que Oculus et compagnie. C'est bien possible. Il y a un point, moi, qui m'a servi de bascule aussi dans cette présentation. Je pense que c'était fait pour créer cet effet-là, probablement auprès des gens qui suivaient la conférence. C'est quand Bob Iger, le big boss d'Apple, est venu sur scène. Alors, non pas pour ce qu'il a dit, parce que finalement, c'était un discours assez institutionnel, de grands dirigeants d'une grande boîte, à la hauteur de ce qu'on peut attendre de sa prise de parole, mais après tous les exemples de divertissement. Moi, j'avoue qu'avant, je me suis dit, il nous présentait le casque en disant
disant avec Vision, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez faire cela. Et à ce stade, j'avais encore du mal à me dire, mais finalement, pourquoi est-ce que je le ferais avec Vision alors que je le fais aujourd'hui très bien et sans aucune friction, ou le moins de friction possible, en tout cas, j'ai pas l'impression, avec les appareils actuels. Et il y a eu la démonstration du divertissement tel que présenté par Disney. Ils s'y connaissent en divertissement. Ils sont pas allés, t'as raison Audrey, dans la caricature du jeu vidéo qui serait probablement assez imparfait et on peut faire la petite parenthèse sur le fait qu'Apple ont présenté des évolutions, notamment pour macOS, pour le jeu. Il y a un mode jeu dans la prochaine version de macOS qui vous permet de dédier toutes vos ressources aux jeux vidéo. Ils ont aussi fait des évolutions sur la manière de porter les jeux vidéo sur Mac. Ils promettent, j'attends de voir, mais que les jeux peuvent être adaptés en quelques jours. Mais c'est ça enfin, tu vois, qu'ils prennent le contre-pied de tout, parce qu'en fait, ils nous parlent de jeux vidéo sur Mac, qui est la pire plateforme qui a jamais existé pour faire du jeu vidéo, et ils nous sortent un casque. Il y a Photoshop sur Mac. Ils nous sortent un casque de dingue, et ils nous parlent pas de jeux vidéo, tu vois. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils ont vraiment leur vision des choses, de avec quoi faut faire tel ou tel truc. Vas-y, j'ai perdu le fil, mais j'avais autre chose à ajouter tout à l'heure, mais je te laisse continuer. Je faisais, mais tu peux revenir dessus quand ça te revient, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir donc que j'étais plus convaincu par Disney qui parlait du casque d'Apple. Là aussi, petite parenthèse pour dire, j'avais vu tout un thread il y a ça quelques semaines, assez lunaire, mais pourquoi pas, qui disait que ce serait le moment parfait en 2023 où Apple devrait racheter Disney parce que ils ont le cash pour le faire, parce que Disney va pas aussi bien qu'avant financièrement et parce que la complémentarité des deux serait complètement dingue. Alors je me disais, ouais, c'est vraiment lunaire. Puis là, j'ai vu les deux associés sur scène, je me suis dit, punaise, ça ferait quand même vachement sens. En tout cas, et d'ailleurs la bourse s'y est pas trop trompée puisque l'action Apple au moment de la présentation, ça a coïncidé avec un petit décrochage quand même. Par contre, Disney, ça s'est un petit peu envolé à ce moment-là. Donc en tout cas, c'était intéressant de voir qu'ils ne prennent pas le parti pris du jeu vidéo, même s'ils ont travaillé avec Unity, qui est une plateforme de développement de jeux vidéo, et on imagine bien qu'ils ont quand même ça dans leur carton. Moi, je pensais à un usage où je me suis dit, bon, je suis pas prêt à mettre 3500 €, mais le jour où ils en sortiraient une version pour le grand public à un prix plus intéressant, je saute dessus. C'est pour le jeu de société. Parce qu'en fait, je m'imagine, mais tellement bien, ne pas être limité par une dimension d'une table pour un jeu de société. Tu peux imaginer avoir un jeu de société, mais complètement immense, en réalité augmentée, avec la stabilité que peut promettre ce type de casque, mais moi, j'achète direct. Et en plus, de jouer à des jeux de société avec des vrais gens, mais qui sont pas forcément à côté de toi. Là, j'ai eu un effet waouh où je me suis dit, ouais, alors là, il y a peut-être un coup à jouer. Les autres casques ne proposent pas du tout ça, ne sont pas à même de proposer ça aujourd'hui. Ça veut pas dire que ce sera les seuls à le faire, mais moi, j'ai eu un petit effet waouh à ce moment-là quand je me suis visualisé en train de jouer à des jeux de société virtuels, mais en réalité augmentée avec d'autres personnes. Avec vous deux, par exemple, pourquoi pas. Ça y est, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire par rapport à ce que, Matt, tu disais que genre on est tous dans le canapé avec chacun notre masque et tout. Je pense qu'il y a forcément un moment, comme avec l'iPhone, où on va basculer dans un usage excessif de l'appareil. Mais l'humain, il revient toujours, et il y a toujours un moment en fait où on se dit, bon allez, ça suffit, j'ai été assez sur mon iPhone, je profite des gens qui sont là pour de vrai. Je pense que l'humain aura toujours cette capacité de se remettre en question et de pas tomber dans... En plus, on a vu assez de films de science-fiction là-dessus, où les humains sont complètement lobotomisés, zombifiés par ce genre de masque ou de casque. Et je pense aussi que ça sera pas forcément un usage, quand on parlait de l'autonomie, de 2 heures, etc. Bon, bien sûr, c'est 2 heures sur batterie. Sinon, on sera comme un ordinateur de bureau, on sera branché, au secteur. Mais... Je pense aussi que ça peut être un outil complémentaire à un iPad, par exemple. Et par rapport au prix, si on réfléchit aujourd'hui à un MacBook Pro avec une grosse configuration, on n'est pas si loin que ça des 3500 $. Donc, pour moi, en fait, que ce soit le prix, l'usage, tout peut être justifié par les besoins de la personne, en fait, et de l'utilisateur, et surtout dans un usage professionnel.
Je pense qu'effectivement, de toute façon, la justification des usages, du prix, etc., je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un piège qui est facile et qui est gros et qui nous est tendu. On nous attend à ce qu'on saute à pieds joints dans ce piège et la communauté Twitter saute forcément beaucoup dans ce piège. C'est de résumer l'annonce d'hier à un produit. Je pense que ce qu'a présenté Apple hier, alors je ne sais pas si ça marchera. Franchement, j'en ai pas de conviction absolue aujourd'hui. Il y a des trucs qui sont excitants, ça pose aussi plein de questions sur l'adoption, on les a abordées ensemble, mais il me semble que ce qu'il faut voir plus qu'un produit, c'est une gamme, c'est une démarche, c'est une proposition d'usage, c'est quelque part un écosystème qui peut être mis en synthèse dans un produit technologique. Et si on nous dit, vous trouvez pas que c'est un peu cher ? Oui, mais encore une fois, c'est une première proposition destinée aux développeurs pour démontrer des usages pour une nouvelle gamme qui va s'affiner dans le temps. Et on peut souligner une dernière chose, que c'est un enseignement peut-être qu'on avait même en tant que consommateur et en tant qu'early adopters, comme on dit. Le premier iPad, c'était pas l'iPad qu'il fallait conseiller. La première Apple Watch, c'était pas la première qu'il fallait conseiller. Les premiers produits d'une gamme d'Apple sont jamais les plus satisfaisants. Ça crée des frustrations et je pense aussi que ça participe à cette proposition d'avoir un premier produit qui soit très costaud, qui soit pas limitant et qui soit pro, du coup, effectivement, pour convaincre des usages et convaincre aussi les early adopters. Puis quand on a reçu la première Apple Watch, ça devait être destiné à avoir une gamme d'applications incroyables sur l'Apple Watch. On devait tout faire avec l'Apple Watch. Finalement, on se rend compte que ça devient de plus en plus un outil pour mesurer sa santé, son bien-être, de mesurer certaines courbes au niveau de ton sport. Mais l'écosystème d'applications, ça va se générer plus maintenant dans des complications, dans des widgets maintenant, avec le nouvel OS de l'Apple Watch. Mais tout ça va maturer, va macérer là, dans l'écosystème et finalement, c'est l'usage des gens qui s'utiliseront en bout de ligne, qui en fera le réel usage de tout ça. L'iPad était destiné à juste consommer au début. Rappelez-vous, Steve Jobs dans son canapé, à regarder un journal. L'iPhone devait juste être un iPhone et consommer sur Internet. Maintenant, c'est une plateforme complète. Alors, à la sortie d'un produit, faut pas se fier à ce que ça sera dans 5-10 ans. Une fois qu'on a dit ça, la sagesse à rattraper Tim Cook en disant bon, là on va y aller avec le plus cher, on va le nommer Pro et puis on le sort à la WWDC pour bien faire comprendre qu'on veut développer un truc avec les développeurs et puis on verra après ça ce qui va en arriver. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on clarifie quand même, et c'est pas du tout ce qu'on dit tous les trois. On n'est pas en train de dire qu'ils ont gonflé artificiellement le prix. Bon, effectivement, en termes de proposition de valeur, évidemment, on cible pas le grand public, mais ça veut pas dire que le produit il coûte pas cher et qu'ils ont doublé le prix pour le plaisir. Je crois vraiment que technologiquement, c'est un produit qui a fait l'objet de beaucoup de recherche et développement et forcément qui est cher à produire, à construire. Il est question d'ailleurs d'usines d'assemblage qui galèrent un petit peu tellement le produit semblerait complexe à assembler. C'est des rumeurs, mais on a toute bonne raison d'y penser. Juste d'ailleurs, on va pas être exhaustif sur le descriptif matériel, mais peut-être qu'on peut en toucher quelques mots aussi. Et si vous voulez rebondir sur une partie ou plusieurs, vous pourrez le faire dans la foulée. On a jusqu'à 23 millions de pixels sur deux dalles en fait micro LED, ce qui constitue l'affichage intérieur. Un son au passage qui s'adapte à l'environnement. Alors ça, c'est intéressant aussi de voir que Apple n'a pas présenté le casque comme étant juste de la vision et vendu avec une paire de AirPods ou AirPods Pro, mais c'est vraiment du son qui sort du casque de manière adaptée pour qu'on l'ait à proximité, évidemment, sans que ça fasse office de haut-parleur. Là, encore une fois, sans doute pour pas avoir cet esprit de cloisonnement de l'utilisateur avec son entourage, mais c'est un son qui s'adapte à l'environnement en plus, et il a la possibilité de mesurer un petit peu comme le fait le HomePod d'ailleurs, l'environnement physique pour s'adapter à ce son-là. Ils ont pensé aussi à des inserts magnétiques en verre qui sont développés, produits par Zeiss, si je dis pas de bêtises. Il faut que je clarifie qui fait quoi là-dedans. Ouais, c'est ça. Zeiss a collaboré avec eux pour justement avoir des optiques qui vont s'adapter à des gens qui ont des problèmes de vision. Pour que, vous le voyez peut-être pas au début, mais c'est des optiques magnétiques, ce qui fait que vous allez pouvoir commander, ce que j'en déduis, ce que j'en ai lu, c'est que vous allez pouvoir commander via Zeiss, ou en tous les cas, avec votre prescription de lunettes, les verres correctifs, puis c'est une technologie de Zeiss qui vont pouvoir s'adapter après ça sur l'optique d'Apple
aimantés. On reste dans l'écosystème, hein. Les aimants, on les utilise partout. Ben, ils font ça aussi pour les optiques. Et les utilisent bien en plus. Et d'ailleurs, ça m'a fait réaliser à ce moment-là, j'en ai mis un petit mot dans le conducteur, que vraisemblablement, la proposition d'Apple de Vision, du produit Vision, je parle pas forcément du Pro, mais la vision à terme des Vision, c'est pas un produit qui est pensé pour être partagé en famille. Ben finalement, comme l'est un peu l'iPad, hein, si vous regardez aujourd'hui, l'iPad, c'est pas un produit multiprofil. L'Apple Watch que tu montres, Matt, tout pareil. J'ai été très étonné qu'il y ait du multiprofil qui arrive sur tvOS, parce qu'ils auraient très bien pu rester complètement figés dedans. Ça fait quand même beaucoup plus de logique de pouvoir avoir plusieurs profils sur l'Apple TV. Mais le Vision d'Apple, je le vois pas comme étant un produit qu'on va partager en famille. Alors ça me rassure pas, parce que ça veut dire que c'est un gros budget qu'il va falloir prévoir à terme. Et puis, juste pour terminer ce panorama du contenu technologique, il y a une puce M2 qui fait tourner ce casque. Je pense qu'effectivement, sans le travail d'Apple Silicon, ça aurait été compliqué de proposer ce produit sans qu'il souffle, sans qu'il y ait des ventilateurs, sans qu'il chauffe et qu'il fasse du bruit. Et il y a une puce R1 aussi. Alors j'espère qu'on en saura un petit peu plus, mais il me semble que c'est un composant qui va aider à beaucoup gagner en fluidité et en adaptation par rapport à l'environnement réel. Il faut dire que l'interface d'interaction qu'on a, on l'a dit, c'est le regard, c'est la voix. Bon, en tout cas, c'est avec Siri, donc à voir jusqu'où ça peut aller dans l'efficacité. Mais c'est aussi des petits gestes, et les démonstrations ont l'air aussi bluffantes par rapport à ça. C'est que les caméras voient les petits gestes que vous faites avec votre main, et simplement, si vous avez le fait que vous pinciez les doigts, que vous les glissiez sur le côté ou en haut, sans pour autant faire des grands gestes comme un chef d'orchestre, a priori, l'interface réagit très très bien à ces mouvements-là. Et je pense qu'effectivement, il faut une puce probablement dédiée pour s'adapter en temps réel à l'environnement physique. Et puis, plein de technologies de toute façon qu'on va avoir en détail et qu'on va être décortiqué à l'avenir, et le tout appuyé avec un nouveau système d'exploitation Vision OS qu'ils ont détaillé par certains aspects. Il y a un thread aussi, un tweet assez long qui a été partagé sur Twitter d'une personne qui a bossé sur le projet Vision Pro chez Apple, et qui lui parlait de travaux sur le plan neurologique pour arriver à anticiper quand le regard va probablement sélectionner une icône pour cliquer, je mets des gros guillemets, sur cette icône. Ça veut dire que pendant des années, ils ont travaillé les moindres détails, et quelque part, c'est presque rassurant de voir qu'ils ont pris très au sérieux le développement de ce produit et qu'ils ne considèrent pas ça comme étant un casque de réalité augmentée de plus. Si on avait besoin d'une preuve en plus pour s'en rendre compte, elle était là. Audrey, quand tu vois ce panorama technologique, je sais pas, est-ce que tu as un enseignement, une remarque, une contradiction peut-être par rapport à ce que j'ai listé? Alors, par rapport à la qualité de... Alors, c'est pas un écran, du coup, mais à ce qu'on voit, c'est l'équivalent de 2 écrans 4K. Je pense que c'est plus parlant que 23 millions de pixels. Ouais, donc, c'est comme si on avait un écran 4K par œil. Donc, c'est quand même énorme. Le son est en audio spatial. Donc, ça aussi, voilà, ça fait partie de la qualité et de l'environnement. Le son s'adapte à l'environnement aussi. Des bruits extérieurs, je pense, comme la nouvelle fonctionnalité qui arrive sur les AirPods Pro. Au niveau des verres, en effet, Mathieu, je me demande si, du coup, par exemple, nous, on a des lunettes. Commander les verres chez Zeiss, à mon avis, ça va augmenter la facture. Surtout qu'on change quand même, notre vision change quand même assez régulièrement, enfin, tous les 4-5 ans, quoi. Donc, je me demande si simplement en portant des lentilles, ça suffirait pas. J'ai pas vu de discussion là-dessus, donc, ça m'est venu comme ça. Et par rapport aux familles, si ça se trouve, Optic ID, qui permet en effet de cliquer au regard, je pense que on peut peut-être faire reconnaître plusieurs visages, comme on peut le faire avec Face ID ou plusieurs empreintes avec Touch ID. Donc c'est pas forcément. Je suis pas sûre qu'il faille un casque par personne. Peut-être que c'est prévu. Pas forcément qu'il y ait un mode multi-utilisateur, ce qu'on attend sur l'iPad depuis Hyperpet, et je pense que ça sera toujours une fonction réservée à l'éducation, malheureusement, mais ça existe, c'est juste dommage qu'Apple veuille pas le mettre pour le grand public. Mais là, sur le casque, je me dis, peut-être qu'il y aura, avec le contrôle parental, quelque chose qui sera fait. Pour l'instant, je pensais pas, enfin, ils ont dû y penser forcément, mais je pense qu'ils en ont pas parlé. Il y a plein de choses qu'on sait pas par rapport aux spécifications techniques, c'est genre le stockage. Exact. Est-ce que c'est 256 Go, 64 Go? Si ça remplace un ordinateur, faut quand même un stockage conséquent. Donc je sais pas, on n'a pas encore toutes les infos.
Et par rapport aux puces, je pense que la puce Apple R1 a été développée spécialement pour la réalité augmentée. Oui, c'est ça. Des premiers tests que j'ai pu voir sur Internet, le R1 est vraiment dédié à la partie à s'adapter à son environnement et ainsi de suite. Puis le M2, la puce M2, c'est vraiment pour la partie calcul, compute de l'ordinateur. Ce qui veut dire, avec assez d'assurance, que des Macs virtuels, d'après moi, ils vont nous en vendre. Alors, il va y avoir un MacBook Pro Vision qui sera pas pareil que le MacBook Pro en magasin, que tu devras acheter en option en plus avec ton Vision, c'est assuré. OK. Je voudrais, je sais pas si c'est rassurant du coup. Je voudrais terminer peut-être, mais enfin si vous voulez compléter évidemment, sentez-vous libre de le faire, mais peut-être conclure un peu cette présentation de Vision en faisant une question provocante forcément. Il y a quelques jours, Meta a pensé anticiper cette annonce en présentant un Quest 3, hein, donc c'est une nouvelle itération du Meta Quest qui est très loin de la proposition de valeur d'un Apple Vision. Je pense que c'est même pas l'objet de les comparer. Le 2 est toujours dispo et ils disent qu'ils vont le maintenir encore pas mal de temps et être un peu moins cher. Malgré tout, il y a un truc, moi, qui me manque un petit peu dans la description utopique de ce Vision. C'est les interactions entre les gens. C'est-à-dire que on a vu, FaceTime. On a vu, pourquoi pas faire du FaceTime avec quelqu'un qui a un Vision. Et d'ailleurs, cette restitution de l'avatar numérique qu'on a au travers du regard quand on regarde le masque, le Vision, on peut l'avoir aussi pour qu'une personne soit incarnée à distance dans FaceTime, dans la vue en réalité augmentée. On a vu, très bien, on retrouve message. On peut d'ailleurs se faire glisser des pièces jointes, les mettre sur le bureau. C'est sympa, c'est très cool. Pour autant, Apple, il y a quand même un truc qui leur manque, c'est ce dispositif de type, alors vraiment prenez-le au sens très large, réseau social. Moi, j'ai pas envie aujourd'hui qu'il y ait un réseau social d'Apple, j'en attends rien là-dessus. Pour autant, demain, est-ce que un Vision, pour que on ait une utilisation idéale tous ensemble, il faudrait pas qu'il y ait d'autres outils qui soient un petit peu plus pensés pour l'interaction que ceux d'Apple? Nul doute que les applications tierces viendront, mais est-ce qu'elles viendront suffisamment de manière intégrée pour que un métavers proposé par une entreprise Meta puisse en tirer parti? Est-ce que vous pensez, en gros, en conclusion, pour faire une question simple, que Apple Vision, ça enterre les propositions à la fois techniques et de réseau social en réalité virtuelle de Meta, ou est-ce que c'est un terrain idéal pour que le métavers se déploie? Après tout, est-ce que l'iPhone n'a pas été un des terrains de jeu formidables pour continuer à faire croître le réseau social Facebook et par la suite Instagram, WhatsApp? Ma question est un peu provocante, hein, elle va un petit peu loin, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi justement, je voulais dire que le dossier n'est pas forcément clos parce que j'ai pas parlé des points négatifs. Ah. Et bah oui. Allons-y. J'adore. Pour répondre juste à ta question, je pense que la réalité virtuelle telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est pas du tout à la hauteur et ça marche pas même chez les jeunes. C'est pour ça d'ailleurs que les casques globalement ont toujours été un échec commercial. Donc là, ce que j'ai aimé aussi chez Apple, c'est que du coup, ils ont pas parlé du jeu vidéo, ils ont pas parlé de réalité virtuelle. On est chez nous, on voit notre chez nous en transparence. C'est de la réalité augmentée, tout simplement. Donc on rajoute des choses à la réalité qu'on voit, mais il y a pas de virtuel. Et pour moi, c'est que mon avis, encore une fois, mais le métavers, franchement, non, pas besoin. Mathieu, tu veux donner ton avis sur la question de Guillaume avant que je... C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Il y a des agences de voyage, réalité virtuelle maintenant. C'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux types de contenus qui vont être vendus. C'est sûr qu'il va y avoir des... Niveau culturel, pensez-y. Vous êtes une boîte, là, qui invente des expériences. Parce que maintenant, c'est beaucoup ça. Qui invente des expériences. Là, vous avez une nouvelle dimension d'expérience que vous allez pouvoir donner. Vous allez pouvoir vendre des concerts en première place et tout le monde va avoir sa place. Vous allez pouvoir vendre des événements sportifs dans lesquels vous serez toujours en première place. Vous basculerez à gauche et vous aurez une réalité augmentée qui donne des statistiques. Vous aurez des choses comme ça. C'est pas du tout de la réalité. C'est pas du tout. Ça, ce seront des vrais événements ou des vrais lieux. Augmentés. Augmentés, mais pas virtuels. Virtuel, ça veut dire que
qu'est-ce que tu définis par virtuel, Audrey? Quelque chose qui existe ou quelque chose Quelque qui chose qui n'existe pas. Parce Comme que augmenter, c'est... Comme le métavers Voilà. de Facebook, quand tu vois les personnages, enfin les avatars, l'environnement, c'est juste horrible, quoi. Je veux dire, la réalité augmentée, Ouais, c'est ça, ouais. ok, on veut aller visiter un monument chinois, ok, on achète la visite et on le regarde avec nos Vision Pro, mais c'est une prise de vue réelle, c'est quelque chose qui existe. C'est pas du tout pareil. Je pense qu'Apple ira pas sur ce terrain-là, pour répondre court. Je pense qu'Apple ira pas sur ce terrain-là, mais d'autres vont y aller. Apple ira peut-être sur la proposition du genre aller visiter la Lune, des choses réelles, mais qui sont impossibles pour toi d'aller visiter. C'est pour ça que je parlais de spectacles ou d'événements sportifs. Mais je peux me tromper. Mais non, ils en assurément, ont parlé. Il y avait un extrait. extrait de documentaire avec des dinosaures où le dinosaure sortait en 3D vers toi. Donc, je pense que pour les visites, le revivre une époque lointaine où il y avait des dinosaures et tout ça, on va le vivre. Mais ouais, c'est pas dans pareil. l'ADN d'Apple, hein, en plus, ça. Ouais. Bah, c'est de la consommation de contenu, quoi. Oui, mais de refaire Apple TV+, création de contenu, OK. Mais en dehors, dans son écosystème Apple Watch, Mac et ainsi de suite, ils ont jamais fait un Clippy, le trombone comme Microsoft. Ils ont pas fait des trucs bizarroïdes comme ça, Apple. T'sais, ils ont pas eu d'avatar en 3D qui bouge. Tu sais, Siri, c'est une boule avec des formes à l'intérieur. C'est jamais quelque chose de concret, virtuel. Je pense que c'est pas dans l'ADN d'Apple de faire ça. Il laisse les autres se casser la gueule peut-être sur ce terrain-là. Moi, je suis étonné de pas voir plus de présentations justement de Mimoji, qui au contraire sont des avatars Les rumeurs hyper étaient pertinents. fortes, hein. Pour, Ouais. Tu vois, je pense que je préférerais faire un FaceTime avec ma maman en Mimoji plutôt que d'avoir sa restitution en 3D un peu flippante comme ils nous l'ont présenté. Mais bon, c'est que mon avis. Bon, je sors de ma question provocante de métavers. Audrey, tu étais en train de nous dessiner le fait que tu avais quelques critiques et des réserves, des aspects un peu plus négatifs que tu as identifiés. Déjà, il y a une séquence que j'ai pas trop aimée. C'est quand le père de famille prend en photo ses enfants avec le Vision Pro. Parce que on peut prendre des photos avec le Vision Pro. Et clairement, ça m'a gênée. Parce que si je me rappelle de moi, enfant, je me souviens que le regard des adultes, c'était très important. Et là, j'ai senti un espèce de malaise où je me suis dit, autant prendre une photo avec un appareil photo, même si on est un peu caché par l'appareil, la personne est quand même là. Cette scène-là, elle m'a un peu gênée dans le rapport qu'on a avec notre entourage. Et globalement, c'est le reproche que je ferais à ce type de produit. Alors, c'est pas forcément que celui d'Apple. Par exemple, si on est au bureau avec des collègues, comment on leur montre notre écran ? On veut leur montrer, tiens, j'ai fait ce graphique-là, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, enfin, pour moi, en fait, il y a vraiment quand même un sentiment pas d'enfermement, mais de solitude, un peu. Comme quand on veut regarder un film avec son conjoint sur le canapé, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais si chacun a son casque, on peut mettre SharePlay, mais, enfin, on tombe dans des choses qui perdent du sens. Il mérite pas d'être ton conjoint s'il a pas... Ouais, mais ça mérite pas d'être ton collègue ou ton conjoint s'il n'y a pas Vision Pro. Franchement. Non, mais sans déconner, c'est pour moi quelque chose de... Voilà, c'est cet aspect-là qui me gêne. Par contre, si on vit seul, on consomme son contenu seul, on peut faire un SharePlay, bien sûr, pour regarder un film avec un copain qui se trouve à 200 km, là, ça se justifie. Par contre, avec quelqu'un qui est assis à côté de nous, je trouve ça assez étrange, d'autant plus je sais pas vous, mais parfois, moi, avec ma compagne, on a des interactions sans se parler quand on voit une scène qui nous rappelle quelque chose, ou parfois il y a juste des échanges de regards, et là, on les aura pas. Et voilà, pour moi, les points négatifs sont vraiment liés au rapport aux autres et à la communication avec les autres. C'est quelque chose que je trouve qui peut être gênant quand on travaille en entreprise ou avec sa famille. Et je pense qu'il va vraiment falloir que les parents s'autodisciplinent. Il y a eu 2 scènes avec les enfants, hein, le père qui prend ses filles en photo. Ouais. Et un qui relance le ballon. Donc ça, c'était vraiment pour nous montrer qu'on n'est pas isolé de son environnement. Mais quand même, ça m'a un peu gêné. Est-ce que c'est si difficile que ça de retirer un Vision pour donner un coup de pied dans le ballon avec son enfant ? Mais c'est marrant ce que tu dis, Audrey, parce qu'en fait, ça me fait réaliser. Je l'avais pas vraiment bien formalisé depuis que j'ai vu la WWDC. Je me rends compte quand tu expliques ça,
qu'en fait, à chaque fois que dans cette conférence nous a été présenté un usage à titre individuel, moi, je suis chaud. En fait, voilà, je suis chaud. Ouais. Je pense que globalement, je peux être chaud avec des appareils équivalents s'ils sont aussi bons, etc. Pas forcément celui d'Apple. En tout cas, voilà, les usages qu'ils ont décrits, si on arrive à faire ça, moi, ça m'a convaincu. Dès qu'on se remet dans une réalité où il y a des gens chez soi et où on n'est pas seul, bah ça me dérange. Et vous voyez, la question de la désirabilité dont je parlais tout à l'heure, moi, c'est là où elle atteint aujourd'hui, dans ma vision des choses, et peut-être qu'on va changer, qu'on va adopter le produit et que ces problèmes-là, ils seront levés, parce qu'à l'époque, quand on a vu arriver les smartphones, même si ça a été moins soudain et peut-être moins emblématique, ça a changé notre rapport aux autres aussi. On a pu avoir des remarques négatives, mais je trouve que là, on va un cran peut-être un petit peu plus loin, et effectivement, le rapport aux autres me semble plus profondément bouleversé, et c'est là où j'ai un peu de mal à les suivre. Et encore une fois, moi, ce regard 3D numérique ne répond absolument pas. C'est bien d'avoir cet exercice-là, mais c'est du fake. Ça ne résout pas le problème. Et voire même, ça l'accentuerait presque, en fait, à mon avis. Mais bon, voilà, c'est un peu mon sentiment. Allez dans les transports en commun, sortez, là. Vous voyez beaucoup d'échanges humains? Vous voyez beaucoup de gens qui ne regardent pas leur téléphone constamment? Absolument. T'as raison. Vous voyez que ça? Dans le métro parisien. La seule différence que vous voyez avec Vision, c'est que là, il est vraiment coupé. Je pense que c'est ça qui vous dérange. Mais dans les faits, au quotidien, pensez-y, là. Est-ce que vous lâchez souvent votre téléphone? Dans les transports en commun avec des gens, des choses comme... Audrey, je sais un peu, ouais, OK. Mais ça dépend dans les faits. Voilà, ouais, c'est ça. Peut-être en Bretagne, vous lâchez plus. Tu vis dans un village, clairement, les gens, ils ont pas leur téléphone à la main comme à Paris, évidemment. Je vais à la poste ce matin, on attend, on n'a pas notre téléphone, on n'est pas en train de regarder notre téléphone. Donc, bien sûr, dans les grosses villes, c'est accentué. Mais il y a des études qui sortent il y a des études, j'en ai lu quelques-unes. Le rapport au téléphone dans les nouveau-nés, quand une mère allaite, elle regarde plus son enfant, elle regarde le téléphone. Il y a beaucoup d'études qui sortent par rapport à ça. Et alors, qu'est-ce que tu préfères, toi? Oui, je vais Audrey, équilibrer avec le père qui lisait son journal et qui s'occupait pas de ses enfants en 1950. Voilà, comme ça, l'égalité homme-femme est respectée dans cet épisode. Exactement. T'as bien fait. Mais qu'est-ce que tu préfères, Matt? Est-ce que tu fais vraiment une comparaison complète entre être dans une rame de métro et tout le monde regarde son smartphone, ou vision du futur, tout le monde a un masque Vision sur la tête et tu vois des regards dans le vide? Je pense que vous idéalisez trop la période qu'on vit en ce moment. On est très individualiste. À certains égards, on le devient de plus en plus dans nos rapports au quotidien. Et c'est pas vrai que ça va être une coupure totale. Ça va juste apparaître d'être plus une coupure totale avec un Vision Pro. Mais c'est pas mieux si moi, je suis pendant 2 heures sur mon téléphone en train de faire des médias sociaux dans le salon avec la famille. Là. Je suis désolé. Alors, j'ajouterais quand même qu'Apple n'a pas du tout montré l'utilisation du casque en extérieur. C'était toujours soit dans un bureau, à la maison ou dans un avion, mais pas dans la rue. Donc, je pense aussi qu'ils font passer le message que ce produit se limite à un type d'usage et c'est pas un appareil mobile dans le sens où on l'emmène partout avec soi. Je trouve ça intéressant qu'ils aient montré un avion dans un avion, parce qu'un avion, quand t'es 9 heures dans un avion, clairement faut s'occuper et avoir un casque comme ça, pourquoi pas, clairement. Et voilà, je voulais juste préciser ça, que on n'a pas vu d'usage en extérieur, vraiment en extérieur, quoi, dans la rue. T'as raison, ils ont pas présenté Apple Plan qui te permet de faire du vélo avec ton Vision, avec les indications. Non mais c'est comme les lunettes trivial, de réalité mais augmentée qu'on voit depuis 15 ans et qui marchent pas, en fait. Bon, en fait, c'est marrant parce que à échanger tous les trois, je sais pas si vous êtes convaincus. C'est peut-être, enfin, encore une fois, si vous avez des éléments que vous voulez rajouter et qui vous semblent importants à souligner, n'hésitez pas à le faire. Mais sinon, on peut commencer à conclure. Moi, j'arrive pas à savoir en quelques mots si jamais vous trouvez ce nouveau produit. Je parle pas du Vision Pro, je parle plutôt de la gamme qui va maintenant sortir au fil des années. Vous la jugez bonne ou mauvaise? Elle est dure, ma question. Je sais pas comment la poser. C'est assurément un nouveau terrain de jeu. Sur cet axe-là, moi, je suis très, très enthousiaste. Sur l'axe des usages, est-ce que les gens vont en faire?
j'ai malheureusement j'estime de moins en moins les humains sur certains aspects. Hein, quand tu dis on va se régulariser, ben non, on dit que la planète part en couille depuis des années, et puis ça continue en Amérique du Nord avec des camions de plus en plus gros, avec des consommations. Alors non, j'ai peu d'espoir sur l'humanité, mais en termes d'usage, en tant que technophile enthousiaste, comme tu dis si bien, je trouve ça vraiment épatant ce qu'on va pouvoir faire. Et puis, vous avez parlé des usages. On a parlé des usages pro dans les bureaux. Je trouve que c'est peut-être pas la meilleure place, là, un bureau, parce que, tu sais, tant qu'à être isolé de ton équipe, ben, rentre à la maison, tu vas faire du télétravail, ça va être bien. Mais je pense qu'au niveau travail, des emplois, mais Microsoft s'était aventuré sur ce terrain-là où on va augmenter la réalité de ton savoir. Typiquement, tu veux changer des tuyaux pour un plombier, tu veux changer d'électricité pour un électricien, Là, il y a des usages super intéressants au niveau du travail. Au niveau des gens qui font du bureau au quotidien, je sais pas. Mais une fois qu'on a tout dit ça, je suis enthousiaste sur les usages qui peuvent arriver là-dessus. Moi, je suis enthousiaste parce que pour moi, c'est une vision d'avenir. Mais je pense qu'on est un peu perdu parce que c'est comme si on nous avait mis un iPhone dans les mains en 1990, quoi. Je pense qu'en fait, on n'est pas encore prêt à se projeter à un usage tel qu'Apple l'a présenté hier. C'est pour ça que pour moi, c'est un produit qu'on adoptera, mais à long terme. Moi, même si demain je l'avais là, je suis pas sûre que c'est comme ça que j'ai envie de travailler pour l'instant. En fait, je pense qu'on n'est pas prêt, en fait. On est peut-être trop vieux aussi pour être pas prêt. Non. Ah, peut-être aussi. Il faudrait qu'on ait, des personnes plus jeunes dans le podcast que nous pour se prononcer. Je souscris pas mal à ce que tu dis en fait, Audrey. J'aime la proposition qui a été faite, mais je suis pas prêt. En fait, je pense que je pourrais aussi retenir ça comme ça. Cool, je vous propose qu'on survole du coup les autres sujets abordés dans cette WWDC. Abonnez-vous à Apple Différemment si vous voulez une revue exhaustive, parce que ne comptez pas sur Guillaume Poggiaspala pour revenir dans les détails sur tous les usages décrits dans le reste de cette WWDC. Mais donc on va reparler un petit peu de ce qui a été présenté. Je vais le faire un petit peu rapidement par rubrique et surtout dites-moi ce qui vous a marqué. Côté matériel, on a principalement un MacBook Air 15 pouces qui avait l'air d'être très attendu, avec toujours un appareil plutôt fin, du coup avec un écran immense et avec toutes les qualités qu'on aime du MacBook Air, qui commence... Sympa en passant, le MacBook Air M2, $100 de rabais, alors si tu l'as acheté hier, tu l'as dans le... Je l'ai acheté aujourd'hui. Très bien. Il y a le Mac Studio aussi qui se met à jour avec le M2 Ultra qui, en gros, vous savez, le principe des puces Apple Silicon Ultra, c'est d'avoir deux versions Max qui sont côte à côte pour avoir notamment 192 Go de mémoire unifiée. Et il le citait au passage, un modèle d'ordinateur qui vous permet de faire tourner les modèles type Transformer. C'est une des rares occasions qu'ils ont eu de surfer sur la vague des modèles de langage de 2022 et 2023, c'est en disant que les Mac Studio M2 Ultra étaient parfaitement adaptés à ça. Mais évidemment, Apple ne veut pas rentrer dans la compétition de ce genre de sujet à ce stade, et on peut les comprendre. Et puis, une nouvelle version du Mac Pro avec Apple Silicon, 8 ports Thunderbolt et surtout 6 ports PCI, ce qui en intéressera probablement une bonne partie d'entre vous si vous êtes dans des environnements productifs pro, et d'ailleurs qui peut être installé en rack. Alors avant on n'avait que le Pro en format vertical façon unité centrale, maintenant le Pro peut être utilisé en rack. Ça vient honnêtement pas honnêtement, ça vient carrément maintenant de fermer l'histoire d'Intel. C'est terminé. Il restait le Mac Pro. Et là, c'est fini. La râpe à fromage est maintenant sur processeur Apple Silicon. Ouais, ils l'ont dit, ça achevait la transition, effectivement. Audrey, est-ce que tu as un coup de cœur dans ces quelques annonces matérielles ou quelque chose que tu voudrais souligner que j'ai pas dit? Mais le MacBook Air est toujours un produit abordable, même avec la puce Apple M1. Enfin, toujours. Il continue d'être abordable parce qu'on a eu des augmentations de prix pas possibles chez Apple ces dernières années. Donc là, c'est bien. On gagne 100 € sur la version 13 pouces. 100 €, $100, parce qu'avec la conversion aussi, on n'est pas gâtés, nous. Donc je trouve bien qu'il soit en M1, M2 en 13 pouces et en M2 en 15 pouces.
Voilà, $1 300 un MacBook Air 15 pouces, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Bien sûr, les options sont toujours trop chères, mais c'est bien parce que le MacBook Pro, il est vraiment très très cher. Faut vraiment avoir un besoin de puissance important en mobilité pour acheter aujourd'hui un MacBook Pro. Le MacBook Air répondra largement à 80% des besoins des gens, des auto-entrepreneurs, voilà, c'est une bonne machine et je pense que c'est le Mac qui vend le plus, donc c'est bien qu'ils aient écouté le public et qu'ils aient sorti une version 15 pouces. Entre la fin de la transition d'Intel vers Apple Silicon et cette étendue de différents produits, j'ai l'impression que c'est la gamme la plus cohérente de Mac qu'on ait eu depuis très longtemps. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les usages, et tout ça avec une cohérence dans l'approche des processeurs, donc tant mieux. Un petit mot pour iOS 17, moi c'est un peu avec WatchOS 10 mon chouchou, même si on est vraiment, vous savez, sur les cerises sur les gâteaux, la manière de dresser la crème au-dessus du gâteau, hein. On va pas vous révolutionner votre système d'exploitation. Il y a un truc quand même qui est cool, c'est qu'ils font évoluer le téléphone. Allez, moi j'ai presque envie qu'on fasse chacun notre fonctionnalité coup de cœur. Moi je vais vous donner la mienne, c'est les appels qui sont basculés sur la messagerie vocale, mais où le message audio qui est laissé, même si plus personne n'utilise les répondeurs maintenant, sont retranscrits en direct en texte au destinataire, et vous voyez le contenu du message audio en contenu texte sur votre iPhone, et si vous changez d'avis, vous vous dites « Ah non, finalement c'est ma tante, je n'avais pas son numéro, mais elle m'a appelé, il faut absolument que je décroche », et ben vous pouvez reprendre votre téléphone et décrocher, ça vous fait un filtrage sympa. Il y a vraiment plein de fonctions, hein, qui sont très cool. Audrey, est-ce que tu as une fonction coup de cœur ou plusieurs sur iOS 17 ? Alors surtout que j'ai passé la journée à éplucher le site américain d'Apple pour voir les nouveautés des différents systèmes, et clairement Apple n'a vraiment pas tout dit sur les nouveautés. Il y a plein de choses à découvrir que ils ont pas pris le temps d'expliquer pendant la keynote parce qu'ils avaient pas le temps. et donc il y a plein de petites choses qui sont importantes. Alors moi j'ai hâte de tester l'application Journal, la nouvelle application de journaux intimes. Enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas je trouve ça bien quand Apple sort une nouvelle app. Je suis toujours curieuse de tester et de voir du coup si je vais me remettre à écrire tous les jours, parce que je l'ai fait un temps et j'ai jamais trouvé l'app idéale, donc on verra. C'est Day One, qui est une application dont on a régulièrement parlé dans Real Life, Matt, qui va prendre cher, je pense. Ouais, parce qu'en plus, il fait une certaine proposition avec, on va être entre guillemets, d'intelligence artificielle dans ta journée, de ce que tu as pu faire, avec certaines des photos, de la musique. Ah ouais, le journal, ça va être intéressant. Moi, dans mon cas, ça va être Standby. Standby, c'est le mode où vous mettez votre iPhone en mode horizontal. Vous le mettez sur un dock aimanté pour le recharger, et puis ça devient un radio-réveil. Ça devient un petit écran qui vous donne des notifications. Et puis, on s'attendait peut-être que ça va arriver, hein, mais on s'attendait peut-être à avoir un assistant connecté avec écran chez Apple. On l'a déjà. C'est l'iPhone. Et l'iPhone, on remarque de plus en plus depuis 2-3 années que c'est un téléphone, mais maintenant ça devient un téléphone plus un accessoire webcam, tantôt maintenant un radio réveil, une télécommande pour ton Apple Télé. Alors ça devient ça sort de l'écran maintenant, hein, ce que ça fait d'autres choses que juste être une application à l'intérieur de l'iPhone. Alors moi, Standby pour iOS. C'est noté. Émission exceptionnelle, je peux changer les règles à tout moment, je rajoute des petits coups de cœur et toc, l'autocorrect directement dans le texte. En fait, je trouve ça trop bien, c'est-à-dire la suggestion de la suite du texte. J'ai une vraie question pour vous, Audrey, Matt. Est-ce que vous êtes à l'aise, moi je suis trop vieux je pense, avec les suggestions de texte qui arrivent au-dessus du clavier quand vous tapez sur votre iPhone? Je vois prédictions. Les jeunes autour de moi, ils gèrent ça trop bien avec les mots suggérés au-dessus, à gauche, à droite, machin. Moi, j'y arrive pas, en fait. Il faut que j'arrête mon regard, que je baisse, que je remonte. Ouais. Là, je vais pouvoir me la péter parce que ce sera tout dans le texte. Je ferai comme eux. Je serai au même niveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, au moins, là-dessus? Moi, j'utilise beaucoup la prédiction parce que c'est vrai qu'il apprend... il apprend à connaître ce qu'on tape. Par contre, il écrit toujours mon nom en majuscule. Et je me bats tous les jours après lui. Et j'espère, j'ai pas encore vérifié parce que j'ai installé la bêta, mais j'espère qu'on va pouvoir intervenir dans le dictionnaire mot par mot et non pas devoir réinitialiser le dictionnaire pour corriger ce genre d'erreur.
Effectivement. Et donc j'en profite du coup, autre caprice, les AirTags qui se partagent enfin à 5 personnes. Bah oui, enfin, moi j'ai mon chat, il est connecté, il a son AirTag autour d'un collier. Je sais que c'est pas prévu pour ça, mais je le fais quand même parce que c'est bien pratique. Et pourquoi je serais le seul à savoir où est Raymond dans le quartier, hein, je vous pose la question. Voilà. Et dernière mention pour dire que bah ils en ont pas parlé, hein. C'était une des approches possibles, c'était de passer ça sous le manteau en attendant que ça arrive en Europe, mais c'est pas de mention du sideloading, donc on n'a pas d'infos sur l'installation de magasins d'app alternatives comme le demande l'Union européenne. Ouais. Mais évidemment, en y pensant, évidemment qu'ils n'allaient pas le dire à la WWDC, ils n'avaient pas le temps. iPadOS... T'imagines la grosse présentation là où Tim Cook met ses mains comme ça en respirant puis en faisant Finally du sideloading. The best sideloading you ever made. Oui, ever made. iPadOS 17, alors c'est presque un peu, j'ai envie de dire, le mal aimé, mais alors il faut pas le voir de manière négative, juste pour dire qu'il se met à niveau. J'ai l'impression que tout ce qu'on adorait dans iOS 16 arrive maintenant dans iPadOS 17. Bon, il y a quelques éléments en plus. C'est quand même cool de voir qu'il y a Santé qui arrive dans l'iPad. Je vois pas pourquoi il n'était pas dessus. Il y a les widgets sur la partie verrouillée de l'iPad, et puis les widgets d'ailleurs au passage qui deviennent un petit peu plus interactifs. Est-ce qu'il y a des choses pareilles sur l'iPad, vous, que vous rêvez de voir venir grâce à iPadOS 17? En fait, alors ça a duré un quart de seconde, mais ils ont dit iPadOS 17 aura tout ce qu'a iOS 17. Ouais. Donc, tout ce qu'on assistait avant, iPadOS en profitera. Parce que c'est vrai que ça fait un peu parent pauvre, là, des mises à jour, mais en fait, il y a quand même, ils ont pas répété, mais en général, l'iPad profite quand même de toutes ces petites nouveautés dans le détail. J'ai installé iPadOS 17 sur mon iPad, et si vous êtes des utilisateurs d'AirDrop, sachez qu'il s'est pris un coup de fouet parce que, enfin, t'envoies une capture d'écran de ton iPad à ton Mac et c'est presque instantané, alors qu'avant, fallait voir le petit truc qui tournait. Voilà. Donc ça, c'est une super nouvelle. Moi, je fais 10 000 captures d'écran par jour. Clairement, je suis super heureuse que AirDrop ait un coup de boost. Et je sais pas si on l'avait noté ou si on l'avait dit, mais AirDrop, quand tu échanges des photos avec une personne et que cette personne s'éloigne, avant, ça coupait. Et d'ici l'automne, si ça arrive, si la personne s'éloigne, ça partira dans le cloud et le transfert continuera. Donc ça, c'est pas bête comme nouveauté. Je trouve ça bien de le préciser. C'est vrai que c'est top, avec en plus AirDrop qui maintenant aussi peut se faire simplement en approchant le téléphone. Il y a un côté là aussi magique dans la démonstration. Si vous voulez partager par exemple un contact, vous posez vos deux iPhones côte à côte, puis vous voyez le transfert qui se fait sans qu'il y ait ce partage AirDrop. C'est magnifique. C'est vraiment chouette. macOS avec Sonoma, alors qui était présenté comme la contrée connue dans le monde pour son vin. Alors oui, c'est peut-être vrai, mais remettons quand même l'église au milieu du village. Vous savez où est le bon vin? Je dis ça, j'en bois jamais en fait. C'est vraiment par pur chauvinisme que je dis ça, parce que j'en bois jamais. C'est dans la vallée du Niagara, c'est ça. C'est le meilleur vin, c'est dans la vallée du Niagara en Ontario, au Canada. Ah ok. Je ne bois vraiment pas de vin, je ne vois pas de quoi tu veux parler, Matt. Des écrans de veille que vous aimiez bien sur l'Apple TV, vous savez, hein, ces images en ralenti, là, vous allez les voir arriver sur votre Mac, mais c'est évidemment réducteur de résumer cette fonctionnalité-là à cette évolution de macOS, parce que là aussi, il y a plein de choses qui évoluent. Par petites touches, encore une fois, il y a ce retour des widgets qui reviennent sur le bureau. J'ai l'impression que depuis que je connais macOS, il y a ces sujets de widgets qui arrivent tantôt de manière cachée, tantôt visible, ensuite ils le replanquent, ils le mettent sur le côté. J'ai l'impression qu'ils changent d'avis un peu comme deux chemises, mais ils vont peut-être nous trouver enfin la bonne solution. On n'était pas prêts. On n'était pas prêts à l'époque où ils les ont sortis. Mais si, alors ils ont retiré, puis on dit on va vous leur donner quand vous serez prêts. Est-ce que vous vous souvenez de Dashboard? Oui. Dans oui, Dashboard, c'était le petit bouton, mais qui était... En fait, on affichait tous les widgets sur un écran, et en appuyant sur Alt, on pouvait emmener un widget sur le bureau. Hein. C'est pas nouveau du tout. Oui, exact. T'as raison, on pouvait déjà les mettre sur le bureau. Sauf que là, ils se sont arrangés pour qu'ils soient bien rangés, Audrey, avec bien alignés à la mode de chez nous, avec comme sur l'iPhone et puis sur l'iPad. C'est fou hein, qu'on n'arrive pas à utiliser ces trucs sur ordinateur, je trouve. Enfin bon, non, pardon. Peut-être que vous êtes nombreuses et nombreux à le faire, autant pour moi. On a parlé tout à l'heure du game mode, donc vraiment le fait de dédier votre Mac à la session de jeu pour ses ressources, pardon. On a eu Hideo Kojima qui a justement mis en valeur la version Director's Cut de Death Stranding qui arrive sur Mac prochainement, grâce à un portage, on imagine, largement simplifié, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure. Et je ne peux pas m'empêcher, Audrey,
Matt, vous faites partie du YouTube game. Évidemment qu'il y a une fonctionnalité qui a retenu toute votre attention et vous sentez bien que vous allez changer votre manière de faire vos vidéos sur les apps, sur macOS prochainement. C'est Video Conferencing Presenter Overlay. Excusez-moi, j'utilise les termes en anglais parce que j'ai pris mes notes durant le WWDC. Ouais. Non mais... C'est un truc qui existe déjà beaucoup chez Microsoft. Dans le fond, quand vous faites de la visioconférence, vous êtes capable de mettre détourer votre silhouette pour mettre un fond d'écran plus joli. Bon, ben chez Microsoft à l'époque, ils ont fait le détourage et quand vous faites une présentation, ben ils vous montrent par-dessus la présentation détourée. Là, on va l'avoir dans FaceTime. Ce que j'ai compris aussi en lisant, c'est qu'on va l'avoir aussi dans WebEx, on va l'avoir aussi dans Zoom et dans Teams. Mais je comprenais pas parce que Teams, ça existait déjà. Alors ça, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Et puis j'aimerais pouvoir l'essayer en dehors de faire une visioconférence. Pourquoi dans Photo Booth, je peux pas avoir ça? C'est un peu le problème quand on s'enregistre, c'est qu'on on va pas lancer FaceTime et s'appeler soi-même en fait. Donc on est un peu bloqué. Par contre, ce sont des options, je pense, qui seront dans le centre de contrôle, comme Center Stage ou le mode portrait. Je pense que c'est pour ça que ça marchera dans d'autres apps, parce que ça sera réglable dans le centre de contrôle. Oui, et puis je doute pas qu'il y aura des apps macOS qui vont être pensées pour tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité dans macOS et vous les mettre à dispo pour enregistrer des vidéos. On peut que le souhaiter en tout cas. Voilà, évidemment avec Safari qui est le navigateur bien pensé pour la vie privée et pour le privacy, non pas privacy comme je l'ai noté dans les notes d'épisode. Mais surtout qu'on a les profils maintenant. Ça fait 10 ans que ça existe sur tous les autres navigateurs. Ça arrive sur Safari. Alors, ils en ont parlé. C'était un petit peu gênant d'en parler. Ils ont aussi, je sais pas si on allait, tu souhaitais en parler, mais moi je veux l'aborder. On n'a plus besoin de dire Siri, hein, tu sais le mot magique. Maintenant, on va juste dire Siri, puis ça va embarquer. Il est temps. Hein. Ouais. Ce qui est cool aussi, c'est ils ont enfin trouvé les modèles de langage qui vont bien. Le partage des mots de passe entre proches ou entre co-animateurs de podcast, ça va être bien. Hein, on va. Bien vu. Bah oui, franchement, parce que c'est compliqué le partage des mots de passe, même si tout est chiffré de bout en bout, les notes, etc. chez Apple. Voilà, là, ça va être encore plus sécurisé, donc ça, c'est cool. Un truc que j'ai testé il y a pas longtemps, petit truc pour l'émission, quand vous faites un mot de passe, dans l'application de gestion de mots de passe chez Apple, on peut aussi maintenant ajouter le MFA. Hein, vous savez, les petits 6 chiffres qui changent aléatoirement dedans. On peut le partager après. Une fois que tu as configuré ton mot de passe et ton MFA dans ton keychain, je peux te le partager via AirDrop et ça va conserver le MFA, ce qui veut dire qu'on peut avoir du multifacteur pour les mots de passe partageables en famille. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais, quand il y a plusieurs personnes qui gèrent un compte Instagram aussi, je pense que ça peut aider, par exemple. Enfin, il y a aussi une fonctionnalité que vous devez adorer, c'est quand on nous envoie un code à 6 chiffres par SMS, c'est qu'on a l'auto-remplissage, je sais pas comment on dit, qui apparaît directement au-dessus du clavier. On va enfin avoir ça aussi pour les codes qu'on reçoit par mail. Ah, très bien, j'avais pas du tout relevé, ça, trop bien, excellent. Ça avance, c'est cool. Top. Encore une fois, vous reviendrez peut-être aussi en détail de manière plus exhaustive dans Apple différemment. On peut aussi enchaîner un petit peu avec la partie média. Il y a une mise à jour des AirPods et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a une mise à jour fonctionnelle aussi avancée avec les AirPods sans avoir de nouvelles évolutions matérielles, mais on va avoir en tout cas l'audio adaptatif qui va arriver, en particulier sur les AirPods Pro si je dis pas de bêtises. En gros, c'est un mix entre le mode transparence où vous entendez bien votre environnement et le mode réduction de bruit qui vous isole au niveau du son de manière avec une isolation active de bruit. Et ben finalement, ça va pouvoir un petit peu intelligemment se mixer selon les situations et selon la manière dont vous êtes interpellé. Et puis vous allez pouvoir vous mettre muet en un clic. Ça aussi, je pense que c'est vraiment les petites frustrations qui raffinent un petit peu l'usage des AirPods. Ils améliorent aussi d'ailleurs le changement d'appareil que je trouvais déjà remarquable moi de mon côté. Ils présentent AirPlay dans les hôtels. Donc là, ça va être une fonctionnalité dédiée aux professionnels de l'hôtellerie et vous allez avoir la possibilité beaucoup plus facilement d'appairer votre appareil et de diffuser son contenu sur des télés dans les hôtels.
matériel. J'imagine aussi beaucoup dans les salles de réunion pour les entreprises. Probablement, ça va faciliter un petit peu les choses. Et puis, Matt, tu l'as montré, c'est la fonction qu'on attendait tous. Certains ont acheté des coques avec compatible AirTag, mais enfin, ils nous sortent la solution. Oui, on va pouvoir localiser sa télécommande. Et ils avaient toute la technologie pour le faire, mais non, mais là, c'est une nouveauté, on est content. Autre truc que je voulais souligner aussi, l'Apple Télé, c'est pas une plateforme qu'on parle souvent. Il y a 2-3 fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. D'abord, ils ont redesigné le centre de contrôle. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, super, Audrey, elle va avoir une nouvelle vidéo à faire parce que tu avais déjà fait une vidéo il y a pas longtemps sur le centre de contrôle de l'Apple Télé. Et là, ça va te donner du contenu nouveau à faire. T'es contente. Et puis, l'autre truc, c'était qu'on peut faire FaceTime maintenant sur l'Apple Télé. Et ça... ça aurait été cool, ça arrive pendant la COVID, mais ça arrive déjà. Là aussi, comme tu le disais tout à l'heure, on peut se servir de l'iPhone pour justement faire du FaceTime. C'est un accessoire qui tourne autour de FaceTime sur la télé. Audrey, est-ce que je manque quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose à retenu ton attention par rapport aux médias de manière générale? Non, je crois qu'on a tout dit. Oui, localiser la télécommande, ça c'est chouette. Alors apparemment, ils vont utiliser le Bluetooth et ça sera que sur les télécommandes des Apple TV 4K de 2e génération. J'ai vu ça. Donc c'est pour les dernières télécommandes. Ou sinon, il faut racheter une télécommande. Mais Mathieu, on l'a perdu. Ah, mince, Mathieu vient de se déconnecter de Skype. Il va falloir qu'on termine ensemble, Audrey. C'est comme ça, je m'en vais. Non, mais reviens. Mais c'est complètement hallucinant de devoir acheter une télécommande pour la retrouver. Mais quand on la perd souvent dans une famille, ça vaut peut-être l'investissement parce que vous allez perdre moins de temps. Ouais, effectivement, peut-être que vous avez gagné du temps. Je sais pas si l'impact écologique, encore une fois, est bien bon et pour votre porte-monnaie. Bon. Et donc, dernier mot, forcément, pour l'Apple Watch. Alors, c'est vraiment mon coup de cœur, moi. C'est un redesign d'un produit que j'aime beaucoup. Je vous ai trouvé dur, juste, mais dur, dans votre épisode d'Apple Différemment sur l'Apple Watch. Mais vous avez raison dans vos conclusions, mais j'ai du mal à l'admettre un petit peu. Moi, ça reste un produit que j'adore vraiment beaucoup, de par justement la faible empreinte qu'il a dans mon quotidien et de par les services que ça me rend. Finalement, je me rends compte que c'est le produit technologique qui sait se faire le plus discret et quelque part, paradoxalement, le plus utile par rapport à mes usages. Bref, redesign de pas mal de choses, en fait, de pas mal d'applications. Il y a ce Smart Stack en particulier qui est assez emblématique, qui est une espèce de pile de contenu de type widget intelligent qui vont remonter. Et alors, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est plutôt sexy et ça donne envie, mais je comprends pas la valeur ajoutée par rapport au cadran Siri qu'on a déjà depuis des années sur Apple Watch, mais qui fait déjà ça. Alors, je ne doute pas que ce soit peut-être plus intelligent que Siri, peut-être un peu plus beau, mais j'ai pas eu l'impression, moi j'ai eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Je sais pas si vous avez relevé quelque chose dans l'Apple Watch, dans WatchOS 10, la nouvelle version du système d'exploitation de l'Apple Watch, qui a retenu votre attention. Mais tu parles pas de Snoopy? Matt. Je parle pas de Snoopy parce que je suis pas très fan de Snoopy, mais il est très mignon. J'avoue que je serais très content de l'arborer, mais je suis pas très fan de Snoopy à la base. Mais ça a l'air très bien fait par contre. Oui, Matt. En fait, tout comme le iPhone, Audrey t'en parlait précédemment, on va pouvoir partager plus facilement, exemple des contacts, que ce soit avec l'Apple Watch ou l'iPhone, et ça peut être vachement utile quand on est dans des conférences avec des gens pour partager sa carte d'affaires. Boum, une autre application dans l'Apple Store qui vient de manger la nouveauté de chez Apple, et ça arrive souvent. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on s'adressait à des développeurs, puis on leur dit un petit peu, de plus en plus avec WatchOS, développez pas d'app, développez une complication, développez un Smart Stack, mais développez pas d'app, restez intégré comme il faut dans le... Je pense que c'est ça qu'on s'enligne à dire, je pense, avec Apple Watch. Un truc que j'ai trouvé intéressant, on le voit dans la conférence, l'Apple Watch, lorsqu'on est en mode plan, va t'indiquer. Alors, j'ai pas compris si c'était juste l'Ultra ou toutes les. Je me pose la question aussi. Je sais ce que tu veux dire. Va t'indiquer le moment exact dans ton trajet où tu as perdu le Wi-Fi. Alors, ou la connexion réseau. L'antenne 5G, par exemple. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, des fois, on en a besoin pour des systèmes d'alerte de santé ou des choses comme ça, d'avoir constamment le réseau. Et là, va t'indiquer exactement où tu l'as perdu. Alors, tu vas pouvoir rebrousser chemin et ne plus jamais t'aventurer dans ces contrées lointaines. Au fin fond du Québec.
Audrey, est-ce qu'il y a des éléments de WatchOS qui t'ont intéressé? Oui, alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'Apple Watch, clairement, c'est un outil de santé sur la santé physique. Et là, j'ai trouvé ça très bien qu'il parle de la santé mentale, parce que, alors je sais que dans certains pays, notamment, j'ai vu que le Canada était très ouvert à ce sujet. En France, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, la santé mentale est aussi importante, voire presque plus importante, j'ai envie de dire, que la santé physique. Et donc là, on va avoir un espèce de journal un peu... En fait, l'application que j'utilise souvent, c'est l'application de respiration, qui permet avec l'Apple Watch de faire 3 minutes de respiration, pleine conscience, etc. Je trouve ça vraiment... Moi, la méditation, ça m'aide beaucoup. Et du coup, là, avoir un petit journal de bord comme ça, d'après ce que j'ai compris, sur la santé mentale, donc comment je me sens aujourd'hui, et lier du coup les activités que j'ai faites par rapport à mon bien-être. Je trouve ça intéressant et je trouve ça bien qu'Apple se penche aussi là-dessus, sur la santé mentale. Au-delà de la santé physique et du sport, ce qui se passe dans notre tête, c'est aussi important. Ouais, très beau relais, effectivement. On peut être sensible, je pense, à cette approche-là. Donc voilà, ça fait évidemment très plaisir de voir ça arriver très prochainement. Un petit mot pour parler des vélos quand même, puisqu'ils ont parlé des activités vélo de manière un peu plus avancée sur le plan sportif. Et alors, enfin, ce 6 juin, le jour où on enregistre cet épisode, ce matin, il y a Plan qui s'est mis à jour. En France, ça y est, on a enfin les itinéraires à vélo qui n'étaient pas activés depuis que Plan intégrait les itinéraires à vélo. Alors c'est un peu approximatif, je dois dire. Moi, je continuerai à faire mes trajets en vélo sur Google Maps, malheureusement, mais je doute pas que ça s'améliorera. Mais en tout cas, voilà, des belles évolutions du côté de WatchOS. Il y a toujours pas l'activité tondre le gazon. Moi, c'est celle que j'attends avec beaucoup d'impatience. On a plein d'activités, mais tondre le gazon n'est pas dans les nouvelles fonctionnalités de WatchOS. Il faut vraiment, Matt, que je te parle de ces tondeuses robots qui ont révolutionné la vie de millions de gens à travers le monde. Il n'y a pas non plus joué à Zelda. Moi, j'avais vu passer Je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce que ça en fait des heures. Ça, c'est vrai. Parce que quand on essaie de décoller les assemblages, on repère bien les mouvements qu'on fait avec le poignet, avec les Joy-Con en plus. Je vais vous trouver sur Twitter, il y a un gars qui invente toutes sortes de nouvelles activités pour Apple Watch. Et puis, t'as des trucs du genre engueuler ses collègues de travail, qui démarrent l'activité. Il fait des petits tutos. C'est basique Apple Guy. C'est ça, t'as toutes sortes d'activités bizarres. Ouais, c'est ça. Mais il y aurait, cela dit, je pense que ça, c'est un truc qui pourrait être ouvert aux développeurs, c'est le fait d'alimenter des nouvelles activités. D'ailleurs, peut-être pas forcément sportives, même si évidemment le plus pertinent, c'est sportif. Mais il y a certains sports un peu de niche. Moi, j'adore par exemple le padel, donc pas le paddle avec la planche, mais le paddle avec les raquettes qu'on joue sur un terrain à 4. Et ben, il n'y a pas le paddle. Alors, je mets le tennis, mais je sais pas, je me dis que si on pouvait demain avoir une activité paddle, bon, déjà, il y a mon sentiment de besoin de contrôle absolu qui serait satisfait, ce qui est déjà important. Mais peut-être qu'il y aurait des infos plus précises aussi. On termine peut-être sur la santé. Tu mentionnais, Audrey, la santé mentale. Et je pense qu'on peut que tomber d'accord sur le fait que c'est une bonne orientation. Il y a un autre truc qui a l'air assez cool. C'est la fonction distance d'écran. Alors là, j'ai visualisé cette fonction qui sera activée jour J quand elle sera dispo en France. C'est le fait que ça détecte la distance de la tête d'un enfant, par exemple, ou de vous-même, par rapport à un écran donné pour dire non, arrête de tenir ton iPad à 5 cm. Tu dois le reculer. Et il y a cette fonctionnalité-là, alors je ne sais pas avec quels iPads ça va être compatible, mais qui, moi, me paraissait vraiment très très cool. Vous pouvez pas savoir à quel point je me bataille avec mes deux garçons sur l'utilisation qu'ils ont de la Switch. Alors déjà, je leur dis, non mais dès que tu peux, branche-la, ta Switch déjà, elle aura des meilleures performances et tu te casseras pas le cou, ce sera quand même un peu plus intéressant. Et puis, ils la regardent, mais hyper près, quoi. Et t'as beau leur faire la remarque, c'est très installé dans leur quotidien. J'ose même pas imaginer les frais qu'ils auront plus tard pour se réparer le dos et se corriger la vue. Je lutte beaucoup avec ça, et ce type de truc est vraiment tout bête, mais je suis sûr que ça peut beaucoup aider au développement des enfants, et je suis sûr que c'est un truc qu'on va retrouver en plus sur toutes les tablettes, donc pas que les iPads, donc c'est chouette qu'Apple donne la direction. C'est un peu peine perdue avec Vision Pro là, qui arrive, tu vas avoir des écrans 4K, 8K, 32K. Tu voulais t'éloigner des écrans à 1 cm de Alors là, je serais curieux d'avoir des retours d'ophtalmo pour savoir justement l'impact que ça peut avoir. Ça peut être intéressant. Je sais pas si j'ai rêvé, mais est-ce que vous avez vu une fonction pour calculer le nombre d'heures qu'on a passé en plein jour pour les enfants? Alors, je crois avoir vu ça effectivement, et c'était pas d'ailleurs dans les vignettes là qu'on a de WatchOS 10. Je me demande si c'est papa.
Si c'est pas ça, Time in Daylight. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Si, je pense que c'est ça. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça, et c'est lié à WatchOS, et notamment c'est évidemment très utile pour l'installation quand on a WatchOS pour les enfants quand c'est installé sans iPhone. Donc voilà. Mais oui, ça peut être très cool, ça. Ça va être compliqué pour les pays nordiques. Bah oui. Ouais, vous vous débrouillez, hein, au bout d'un moment. Non ça disponible va. au Canada. Vous avez Apple News, vous avez des belles contrées. Ça va. Non disponible au Canada. Un dernier, est-ce qu'on a tout dit sur cette WWDC, Audrey, Matt, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous vouliez absolument partager aux auditeurs? On n'a pas tout dit, mais pour avoir tous les détails, vous irez dans nos prochains épisodes et puis on vous donnera tout en détail. Et puis surtout, il faut le rappeler, Audrey prépare ses formations, puis il y a des rabais en ce moment sur les formations pour les nouvelles plateformes qui s'en viennent, Audrey. Oui, et d'ailleurs, quand j'ai vu la présentation de WatchOS 10, je me suis dit, j'ai bien fait d'attendre, parce que je voulais faire une formation sur bien utiliser son Apple Watch. Ah oui. Il y a beaucoup de clients qui me la réclament. Et je me suis dit, WatchOS 10, le chiffre 10, je me suis dit, il y a un truc qui va changer, là, ils vont nous... Et en fait, toutes les apps ont été redesignées, repensées, donc très bien. Je suis heureuse de pas avoir travaillé pour, pas dire pour rien, mais de devoir refaire tout le travail avec WatchOS 10, donc... Mais oui, je prépare. C'est pour ça que là, je me suis bien équipée niveau matériel. J'ai changé pas mal de choses. J'ai souscrit au programme développeur pour avoir les bêtas. Et puis, je vais tester tout ça et travailler sur mes formations cet été pour que mes clients soient prêts à la rentrée. Quand ils mettront à jour leurs appareils, ils seront déjà tout sur les nouveautés des différents systèmes. Est-ce que tu vas avoir du recul par rapport à la version bêta 1, 2, 3 sur le fait que ça plante tout le temps, ou est-ce que tu vas tweeter à chaque fois que ça plante ton nouvel appareil avec ta nouvelle bêta, Audrey? Non, je n'oublierai pas que je suis en bêta et que c'est normal si ça plante, sinon Apple serait trop parfaite. Donc non, au contraire, non, je pense pas tweeter là-dessus, et surtout que Apple a serré la vis là sur l'utilisation des bêtas. Il faut absolument un compte développeur ou être attaché à un compte développeur. Je pense pas que les gens puissent encore télécharger une image, je sais plus, il y a un truc cette année, j'ai pas approfondi le sujet, mais je crois qu'Apple a un peu serré la vis là-dessus. De toute façon, il y a les bêtas publics en juillet, donc les gens, ils ont juste un mois à attendre. Effectivement, voilà. Les bêtas publics. Est-ce que, quand même, je peux pas m'empêcher de te poser la question, Audrey, sur les tests que tu as fait, est-ce que tu as le sentiment que c'est aussi stable que d'autres bêta développeurs à ce stade? Est-ce que c'est parfaitement stable? Est-ce que c'est un peu moins stable? C'est toujours un peu arbitraire, hein, comme regard, et puis ça peut vite changer, mais... Très honnêtement, j'ai installé iPadOS 17 ce midi, donc j'ai un peu joué avec, mais toute la partie personnalisation de l'écran verrouillé, bon, ça c'est assez fiable. C'est plus dans les réglages, il y a des trucs qui sont à l'envers. Enfin voilà, on voit que c'est voilà, que c'est en chantier, mais non, clairement ça va. C'est jamais la catastrophe. Ça augure de belles semaines et des beaux mois de test jusqu'à cet automne où ça sortira pour le grand public. Un dernier mot, on a mentionné tout à l'heure la sortie du MetaQuest 3 rapidement, donc je vais pas revenir dessus, je l'avais noté dans les notes de l'épisode, en fin d'épisode, mais en fait je voulais juste vous partager, je pouvais pas le faire dans cet épisode-là, le documentaire sur les Lisa maudits. Je sais pas si vous avez vu ce documentaire, Audrey et Matt, mais c'est un documentaire qui d'ailleurs d'un point de vue graphique et visuel, tournage, réalisation vidéo est extrêmement bien fait. The Verge, hein, ça reste pour moi encore une fois la démonstration de ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de vidéo pour des documentaires, et qui explique ce qui s'est passé avec les Lisa, le stock de Lisa au moment où ça a été écarté de la commercialisation, ou même d'ailleurs c'était des stocks qui restaient suite à la fin de la commercialisation, avec des personnes qui ont assisté à l'enfouissement, c'est comme ça qu'on dit, de milliers de Lisa dans des décharges alors qu'ils étaient pleinement fonctionnels. C'est une anecdote de l'histoire d'Apple qui est pas forcément glorieuse, sur laquelle ils reviennent pas forcément aujourd'hui publiquement, hein, les relations presse n'ont pas souhaité s'exprimer. En fait, je voulais juste mentionner ça comme étant une belle histoire qui donne un petit peu de contexte historique sur Apple, qui remet aussi au goût du jour ce qu'était le Lisa à l'époque et ce qu'étaient les premiers
produits Apple, les premiers ordinateurs de Apple, et puis voilà, de montrer ce rapport complètement déconnecté à la réalité de ressources technologiques qui sont quelque part gaspillées. Évidemment, ils ont fait du chemin depuis, et l'industrie tech a fait du chemin depuis, mais on aurait dû voir à cette époque-là les choses arriver dans la situation dans laquelle on vit. Vous aviez vu le documentaire, Audrey, Matt? Non, moi. Non, et je suis vraiment content parce que c'est un truc qui me passionne. Je me demande, tu sais, je transpose quand Atari avait enfoui tous les jeux de E.T. parce que c'était un flop commercial. Ils en ont retrouvé quelques-uns et ça vaut une fortune maintenant. Je me demande combien ça peut coûter un Lisa. Et tu vois, je suis sur un Lisa 2 en ce moment sur eBay, 35 000 $. Alors, si vous en avez, c'est encore des pièces de collection qui valent très cher. Beau documentaire, en tout cas, ça m'a vachement inspiré. Merci beaucoup, Audrey et Matt, d'avoir passé ce moment en ma compagnie pour cet épisode croisé de Tech Café et d'Apple différemment. Comme je disais, c'est toujours des épisodes qui sont extrêmement excitants à faire, pas toujours faciles parce que les infos ne sont ni simples ni simplistes, et pour autant, faut arriver à les rendre lisibles et à clarifier notre pensée. Je pense qu'on a fait le job pour cet épisode ensemble. On va pouvoir rappeler aux auditeurs où on peut nous retrouver tous autant que nous sommes, à commencer par toi, Audrey. Où est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus sur toi et retrouver ton travail? Alors, si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. J'ai un peu laissé de côté Mastodon, j'avoue, parce que c'est compliqué de gérer les deux à la fois. Et clairement, les interactions, malgré tout, sont plus fréquentes sur Twitter. Donc, Twitter @AudreyCoulot. Et vous pouvez, si vous avez besoin d'aide pour utiliser vos produits Apple, les services d'Apple, la iCloud, etc., vous pouvez découvrir mes formations sur appleavec-audrey.fr. Merci beaucoup, Audrey. Matt, si jamais les auditeurs ne te connaissaient pas encore et qu'ils voudraient aller te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent se diriger? Le plus simple, c'est profduweb.com et vous y retrouverez les liens pour aller sur Apple différemment, pour aller sur Relife. Je l'ai dit au début, mais je pense que je l'ai pas dit pendant qu'on enregistrait. C'est un beau moment pour moi. Je suis avec mon frère et ma sœur de podcast. Alors, je trouvais ça cool aujourd'hui d'enregistrer avec vous deux. Et évidemment, vous pourrez aller cliquer sur le lien aussi de ma chaîne YouTube parce que je suis dans le YouTube game maintenant et je dépense de la YouTube monnaie. Ouais, ça y est. Félicitations. On a deux youtubeurs reconnus dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez également avec Matt et avec notre ami Julien Deray dans Relife, un podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel. Et puis j'ai lancé aussi depuis le début de l'année Contrôle Parental, qui est un projet un peu plus personnel, donc vous n'allez pas être assaillis d'épisodes toutes les semaines, mais vous avez du contenu que j'essaye de travailler de la manière la plus ciselée possible autour de la parentalité. On compte sur vous, bien évidemment, pour utiliser le gros bouton jaune. Je dis orange, c'est jaune, Matt, d'Apple différemment, pour vous soutenir. Et idéalement, de vous soutenir de manière récurrente avec des petites sommes plutôt qu'avec un gros morceau d'un coup. Ça, c'est ce que j'ai retenu et c'est ce que je vous propose aussi de faire avec Tech Café. Si jamais vous estimez que Tech Café remplit des besoins de veille pour vous au quotidien, vous clarifie la tech et que vous passez un bon moment, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les informations et puis voilà, si vous voulez en échanger encore plus, rendez-vous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, sur techcafé.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup encore à vous deux, Audrey et Matt, d'avoir participé à cet épisode. On se dit rendez-vous dans quelques jours dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Salut, à bientôt.